à toutes et tous plutôt. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, parfait. Donc, bonjour à toutes et tous. Enchantée de vous voir pour cette première commission emploi, donc avec notre nouvelle responsable emploi formation, Anaëlle, que vous avez sous les yeux. Donc, je suis ravie de démarrer ce cycle de commission avec elle. Donc, on a choisi un sujet qui nous paraissait intéressant pour commencer, je dirais, ce nouveau cycle de commission emploi. Donc, aujourd'hui, on va s'attarder sur tout ce qui est soft skills et tout ce qui est atout humain dans nos entreprises et dans nos organisations. Donc, ce que je vous propose avant de faire l'ordre du jour, je vois qu'on est très nombreux, on ne se connaît pas tous. Donc, l'idée, c'était qu'on fasse d'abord un premier tour de table. Donc je me présente en premier. Donc, je suis Corinne Gilly, je préside effectivement cette commission emploi. Et dans la vie active, donc, je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Réunion Compétences, qui a été créé en 2004 à La Réunion. Voilà. Donc, je propose qu'on démarre peut-être le tour de table par les visios et puis après, on le fera en physique. Aurélie, je vois que tu es connectée. Je te laisse peut-être te présenter. Aurélie, es-tu là? Elle se connecte. D'accord. Bon, alors on va démarrer Florence. On va démarrer par Florence. Je vois qu'elle est connectée aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je suis Florence Delamiel, je suis la DRH des caisses réunionnaises complémentaires. Merci Florence. Hicham, peut-être? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Hicham, je suis chargé de projet à la DRH du Crédit Agricole Île-de-France. Bonjour, Frédéric Dutertre, je suis responsable du développement des compétences et de la transformation managériale au Crédit Agricole Île-de-France. Parfait. Donc, c'est le Crédit Agricole Île-de-France qui sera un de nos intervenants à la fois sur la table ronde et également sur les témoignages de ce qu'ils ont pu mettre en œuvre comme soft skills dans leur structure. Merci à tous les deux. Marie? Pas de Marie. Yann? Le petit micro. Marie, le petit micro. Nickel. Ah voilà, Marie, le micro. Bon, allez, on passe à Yann. Oui, bonjour, je suis Yann Rubrecht, auto-entrepreneur. J'exerce dans l'assistance administrative, l'accompagnement à l'entrepreneuriat et la formation. Merci Yann. Aurélie, si tu as pu te connecter? Bon, allez, on reprendra les visios tout à l'heure. Anaëlle, je te laisse peut-être faire démarrer le tour de table. Tu vois plus les personnes que moi. Ben, ça marche. On va débuter le tour de table avec monsieur juste en face de moi. Bonjour, je suis Guy-Luc Santoni, je suis responsable d'une société de formation, organisme de formation, l'académie.io, qui forme à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé et dans l'apprentissage. Donc, les soft skills, c'est important pour nous. Bonjour, Michel Auré, je suis chargé de développement commercial chez Simplon Réunion, organisme de formation dans le numérique, où pareil, on a un gros enjeu sur différencier nos techniciens par du soft skill. Michel Rivière, de l'entreprise AMC Run, l'adresse des professionnels pour l'équipement en matériel, logiciel informatique et la maintenance. Et aujourd'hui, je viens plutôt pour découvrir un peu des choses pour moi. Merci. Emmanuel Contact, cabinet de recrutement, Mercato de l'emploi. Bonjour, Carole Borde, société Agile. Je fais la promotion en fait de l'éco-nettoyage à la vapeur sèche. Et aujourd'hui, je suis là dans le cadre de la formation et du recrutement des femmes de ménage. Bonjour, Sandrine Nicolas, DRH chez Lena Boisson. Bonjour, Magali Laoune, donc je suis gérante de société et moi je viens là dans le cadre aussi de recrutement et de développement et de montée de compétences en fait du personnel. Bonjour, Bertrand Boudier, je suis directeur du cabinet de conseil RH LHH qui appartient au groupe ADECO. Bonjour, Sandra Demenou, je suis DRH à la CILAM.
Bonjour, Olivier Assoun, je suis directeur de Transition Pro, qui est un organisme paritaire qui accompagne les reconversions professionnelles. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Loubnet. Je dirige un organisme de formation qui s'appelle Global Coaching et ciblé sur la formation continue, plus précisément dans l'entreprise, voilà, où je travaille l'enthousiasme en action. Bonjour, Christelle Merbar, donc je suis directrice de la structure Multimédia Réunion et puis j'interviens sur tout ce qui gravite autour du développement de la ressource humaine, on va dire. Bonjour, Anaïs Hubert du cabinet Humaine Ressources. Je mène des actions de développement RH et d'accompagnement, notamment la réintégration des collaboratrices après un congé maternité. Et je les accompagne en leur permettant de développer leurs compétences personnelles. Donc, la notion de soft skills, c'est quelque chose de très intéressant et important. Bonjour, je suis Mathilde Cachat, je représente aujourd'hui Captive, cabinet de recrutement et centre de formation pour apprentis, organisme de formation et je fais partie du groupe Alter Ego. Bonjour, je suis Virginie Boireau, fondatrice du groupe Alter Ego, qui intervient dans l'intérim, le recrutement, la formation et depuis très récemment l'insertion. Bonjour à tous, Marine Boli, chargée de mission relations école-entreprise, donc au MEDEF. Adèle Casimir, merci encore d'être venue aujourd'hui. Responsable emploi formation et j'ai la chance de travailler avec Corinne Gilly dans le cadre de cette commission et aussi avec Nadia qui ne pourra pas être là, elle a eu un empêchement, je crois qu'elle va se connecter à distance, mais qui a eu un petit empêchement aujourd'hui. Ce sont mes deux présidentes et je suis ravie d'être avec vous. Merci Anaëlle. Merci Anaëlle. Est-ce qu'entre-temps, il y a des personnes en distance qui se sont connectées, qui veulent se présenter? On n'avait pas fini le tour de table. Alors... Ah pardon, parce que je vois pas, moi c'est coupé. Là, excusez-moi. Parce qu'on est hors champ caméra. On est là, ouais. Donc, pour finir, deux personnes qui sont au MEDEF, Nathalie Mondon, donc je travaille avec Anaëlle et moi je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui touche à la relation école-entreprise et au développement de l'apprentissage. Et moi, je suis Marion Lenné, chargée de mission RSE, transition environnementale, fraîchement arrivée depuis une dizaine de jours. On est bon. Madame. Ah oui, madame qui est arrivée aussi. Voilà. Moi, je suis Laetitia Lacroix. Je voudrais bien vouloir m'excuser pour mon retard. Je suis directrice d'un centre de formation et CFA sur Saint-Paris, donc qui s'appelle APAF Capas Formation. Et donc, dans le cadre de cette mission, c'est vrai que nous, on accompagne les jeunes, principalement les jeunes, les apprentis, sur de positionnement en entreprise, dans le cadre de titres professionnels ou bien de formation de diplôme d'éducation nationale. Mais on travaille également avec des entreprises partenaires sur du sourcing et de la formation attendue par les entreprises, de la formation professionnalisante. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci. En visio, est-ce qu'il y en a des nouveaux qui sont arrivés? On a une nouvelle arrivée au niveau du présentiel. On a fait ça le comble. Il faut que je me présente, c'est pas Ouais, on va vous laisser vous présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Marc Johnson, je suis entrepreneur ici à La Réunion, mais j'ai surtout 25 ans d'expertise et d'expérience en RH stratégique, en Chine, en Asie et à Dubaï. Il y a un très gros focus sur justement tout ce qui est behavior, tout ce qui est comportemental et autre chose dans les process de recrutement et de formation et de développement. Le sujet m'intéresse. Merci Marc. Voilà. Merci Marc. Très bien. Donc, s'il n'y a plus personne et présentiel et visio, je vous propose, donc, on a organisé la commission en deux grandes parties. Donc, une première partie sur une table ronde sur le thème « Les soft skills dans un monde en évolution ». Donc, les participants de cette table ronde, donc, on va avoir à la fois, donc, je les ai en face de moi, donc Bertrand au titre de la NDRH, également, puisqu'elle est à côté, Sandra donc, sur la SILAM,
Les 2 personnes que nous avons vues pour à distance, donc pour le Crédit Agricole, et également AT-Pro qui va intervenir avec vous. L'idée, c'est que cette table ronde dure à peu près une 40aine de minutes et qu'ensuite, on peut passer sur qu'est-ce que les structures et les entreprises ont mis en action pour les soft skills. Et là, on aura de nouveau les témoignages de la CILAM et du Crédit Agricole qui nous expliqueront qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme action et comme outil au sein de leurs entreprises. L'idée après, bien sûr, c'est qu'on se garde un petit temps ensemble pour questions, réponses et toute autre interrogation. Voilà, je vous laisse la parole pour la table ronde. On vous laisse la parole. Comme nous disait Madame Gilly, cette table ronde a vocation à être un instant de partage et un instant d'échange. Comme vous l'évoquiez, aujourd'hui, les soft skills ont une importance majeure, on va dire, que ce soit dans le champ du recrutement, des transitions professionnelles ou encore dans le champ de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de la gestion d'équipe. Et on voulait avoir un petit peu votre avis sur ce sujet-là, avoir un peu votre sentiment, ce que vous palpez aussi aujourd'hui sur ces thématiques-là. On a vraiment fait de présentation un petit peu... on a vraiment pas fait de présentation. Le but du jeu, c'est que tout soit enregistré en replay, en mode podcast aussi, pour que vous puissiez repartir aussi avec ces éléments-là. Et maintenant, je vais me taire et je vais laisser un petit peu la parole. Que pensez-vous aujourd'hui des soft skills, et notamment sur l'île de la Réunion? À vous de jouer. D'abord, merci à Naël et Corinne pour l'invitation et pour l'exercice périlleux de parler d'un sujet dont beaucoup autour de la table sont spécialistes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un éclairage, un témoignage, mais évidemment, ce qui sera intéressant, c'est bien sûr de pouvoir écouter tout le monde. Quelques idées peut-être pour lancer les échanges, lancer les débats. Je pense qu'il n'est pas question ici dans notre échange de dire qu'on ne parle plus des compétences techniques du tout, qu'on les met de côté et qu'aujourd'hui, seules compteraient les compétences comportementales ou les soft skills. C'est bien la combinaison des deux qui fait au final la performance globale. Les deux ont toujours coexisté. On n'a jamais eu des compétences ou des comportements professionnels uniquement techniques ou uniquement comportementaux. Donc simplement, ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que c'est peut-être la proportion qui évolue, le poids. Et peut-être qu'on peut démarrer en se disant, mais qu'est-ce qui fait que justement, il y a un transfert de poids entre les deux? Moi, j'ai en tête quatre causes ou quatre explications possibles. Vous en avez sans doute d'autres. C'est d'abord la tertiarisation de nos activités, et notamment avec le client qui est devenu dans nos activités vraiment central. Et du coup, pour adresser un client, ça nécessite des qualités relationnelles, de communication, de curiosité, de compréhension du besoin, de capacité à répondre à la demande. Donc, tertiarisation. Peut-être qu'un deuxième élément explicatif, c'est au niveau de l'évolution des organisations. On a des organisations de plus en plus aplaties, des organigrammes aplatis. On a aussi des organisations plus flexibles. Et du coup, forcément, en termes de compétences comportementales, ça demande aux collaborateurs peut-être plus d'autonomie, plus de prise de décision, plus de responsabilité, plus de prise d'initiative. Donc la tertiarisation, l'organisation. Une troisième explication, ça pourrait être aussi le poids de plus en plus important du digital et de l'innovation, de la nécessité d'être en mouvement et d'être en capacité de s'approprier ces évolutions-là de nos emplois avec de la curiosité, du goût d'apprendre, pas de peur du changement à contrer. Bon, voilà, en tout cas, un certain nombre de choses autour de cette idée-là. Et puis la dernière, c'est l'environnement. On est dans un environnement qui est de plus en plus incertain, qui évolue très vite. Et là, on se dit, il faut des personnes qui, en face, ont une solidité intérieure quelque part, qui ont une capacité à avancer au milieu dans ce flou-là, d'être capable
d'apprendre parce que les métiers évoluent, ils évoluent très vite. Des gens qui n'ont pas forcément peur de l'échec ou en tout cas qui savent, à partir de leurs expériences passées, de leur vécu passé, eh bien, en tirer les enseignements qui vont leur permettre de suivre ce changement. Voilà les 4 causes qui me sont venues en préparant notre échange. On pourrait parler aussi de la pénurie des candidats sur le marché. Et on voit de plus en plus d'entreprises dire « Attendez, je pense qu'on ne trouvera pas le candidat avec les compétences techniques que requiert le poste, ou pas tout. » Et en fait, ce qu'on va faire, c'est mettre en avant justement la dimension soft skills, comportementale, personnalité, et on le formera, et on l'intégrera, et on le formera. Donc, voilà un peu pourquoi peut-être aujourd'hui on est amené à parler autant des soft skills. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, parce qu'il y a une étude du CEREC qui est sortie en 2016 et qui a montré que les candidats, les jeunes diplômés qui avaient des soft skills les plus développés, avaient le parcours professionnel le plus intéressant, et notamment des niveaux de rémunération supérieurs aux autres. Et c'est pareil sur l'intelligence émotionnelle. Des études ont été faites. En général, nos études, on va faire dans le schéma, se construisent plutôt à partir de notre QI, notre capacité cognitive. Donc, a priori, des étudiants qui ont eu le même diplôme, on peut imaginer qu'ils ont à peu près un QI à peu près équivalent. Et bien après, ce qu'on voit, c'est que, en revanche, alors que j'ai la même formation, alors que j'ai le même diplôme, eh bien, je n'aurai pas du tout le même parcours selon mon niveau de QE. Donc, voilà un peu les éléments qu'on peut partager sur cet état des lieux. La deuxième chose, faut m'arrêter après, Anaëlle, hein, une fois que je suis parti. Une deuxième chose, c'est de se dire, OK, une fois qu'on s'est dit ça, les soft skills, c'est quand même un concept un petit peu flou, quoi. De quoi on parle? Alors, on pourra échanger là-dessus et de se dire quelles sont les 4 grandes catégories qu'on peut repérer de soft skills. Mais je pense que c'est aussi attention à la tentation de tout faire reposer sur l'individu. Et en fait, de se dire que la soft skills, c'est le seul sujet du collaborateur ou du candidat. Et en fait, moi, ce que je vous propose de partager, c'est de se dire attention à peut-être raisonner plus global. Et notamment de se poser la question de l'environnement de travail. On parle d'environnement capacitant en développement de compétences. Est-ce qu'on propose aux salariés l'environnement capacitant qui va leur permettre d'exprimer leurs soft skills ou de développer leurs soft skills? Par exemple, l'autonomie, c'est la deuxième soft skill, je ne sais pas si on dit une ou un, enfin bref, qui apparaît le plus dans les offres d'emploi. Autonomie. Et sauf que quand on voit les entreprises qui recrutent, la question c'est de se dire, OK, tu veux quelqu'un d'autonome, mais ton organisation du travail, là, toi, ta façon de fonctionner dirigeant, elle va lui permettre d'exprimer tu vas lui laisser la place de cette autonomie? Parce que ça sert à quoi de recruter quelqu'un d'autonome? Parce que c'est à la mode de recruter des gens autonomes, si derrière, je n'ai pas l'environnement de travail, l'organisation qui va lui permettre d'être autonome. Ou alors, la première des soft skills qui apparaît dans les offres d'emploi, c'est qualité relationnelle. Je peux vous dire que quand vous voyez certaines entreprises, qualité relationnelle, OK. Donc, voilà, c'est de se dire, attention à faire en sorte que ce qu'on demande aux collaborateurs, eh bien, on soit assuré que l'organisation le permette. Donc, c'est se poser la question de quels sont les besoins liés à notre activité. Selon qu'on est dans l'industrie ou dans le service, c'est peut-être pas la même chose. C'est quoi notre organisation? On en est où? On est dans un schéma très hiérarchique ou on est plutôt une entreprise libérée, comme on dit? Notre environnement, on en parlait tout à l'heure, il est plutôt flou ou il est plutôt stable? Nos modes de fonctionnement, notre état d'esprit, la façon dont on a envie de s'engager. Bref, c'est peut-être déjà, avant de parler de soft skills, avoir une réflexion un petit peu plus large sur c'est quoi notre entreprise,
c'est quoi son activité, c'est quoi sa stratégie, c'est quoi sa culture, c'est quoi ses valeurs. Bref, c'est quoi l'identité de l'entreprise. Et ça, je pense que peu d'entreprises ont conduit ce travail-là, et pourtant, il est tout à fait structurant dès lors qu'on voudra ensuite attirer les personnes qui sont alignées, qui possèdent ces soft skills ou qui ont les aptitudes, les qualités pour développer ces compétences-là. Et ça peut être intéressant aussi en termes d'attractivité, quand je vais parler au marché, d'être pas non pas sur les compétences techniques, mais de dire ce qui va faire la singularité de ce job chez moi, et d'attirer peut-être des profils un petit peu différents, en tout cas augmenter le nombre de candidatures. Et puis ensuite, on va pouvoir s'en servir pour l'évaluation, parce qu'on dit oui, il faut évaluer les soft skills. OK, mais lesquels? Donc, une fois qu'on sera au clair avec ça, on va pouvoir évaluer et sélectionner les personnes, je dirais même les personnalités qui vont s'inscrire durablement du coup dans notre entreprise, parce qu'il y aura là quelque chose de l'ordre de recrutement affinitaire. Et puis derrière, d'engager, il y a beaucoup d'acteurs autour de la table, la formation, le développement des compétences, avec du mentorat peut-être, du codev, du feedback, extrêmement important sur le sujet des soft skills, le feedback, pour aider à accompagner les candidats qu'on recrute, mais les salariés qui sont déjà là. Et puis, pourquoi pas ensuite d'organiser les évolutions professionnelles, les transitions professionnelles, parce que finalement, ces soft skills, ça va être certainement intéressant pour aller tendre des ponts vers d'autres métiers dont j'ai moins les compétences techniques. Merci. Voilà, donc peut-être en synthèse se dire, mais super sujet, bien sûr qu'il est d'actualité, on en a vu les raisons, mais maintenant c'est peut-être l'approche qui est à penser, qui est à poser, et c'est pas qu'une affaire de RH, de DRH. Corinne le disait, je représente aussi avec toi Sandra la NDRH, c'est pas qu'une affaire de DRH, c'est toute l'organisation. Donc, qu'est-ce que la direction a à dire là-dessus? Comment la ligne managériale se positionne là-dessus? Parce qu'en général, c'est un sujet secondaire. Alors, des fois, on le met au cœur, mais quand vous voulez le traiter, d'un seul coup, il est plus prioritaire. Donc, c'est se dire comment on les embarque et comment on a là-dessus vraiment un travail de pédagogie, parce que recruter un peu différemment, c'est peut-être aussi manager un petit peu différemment, quoi. Bon. Bref, voilà ce que je pouvais vous proposer, vous soumettre pour lancer l'échange. Alors, merci beaucoup. Merci à tous, bonjour, de nous donner, enfin, de me donner à moi l'opportunité de travailler sur le soft skills avec quelques petites expériences. J'adhère complètement dans ce que tu as dit, vraiment complètement. Et je rajouterai au moment où l'environnement fait que l'entreprise doit se pencher sur le combien ça va, elle finit par oublier pour ses collaborateurs le comment ça va. Alors moi, j'ai une petite expérience à partager avec vous, qui est, je travaille beaucoup à l'extérieur de la Réunion et où je suis très spécialisée dans l'ouverture des produits de luxe, notamment en hôtellerie. C'est-à-dire, mon métier, c'est aussi le détail. Mais ce sont les détails qui font la qualité. Et la qualité est loin d'être un détail. Pour moi, si vous voulez, le soft skills, c'est le surdétail du détail. À savoir, aujourd'hui, pour l'entreprise, comment elle va se positionner pour se dire systématiquement qu'est-ce que je veux vraiment? Où vais-je aller? Parce qu'il est très facile d'utiliser une des structures du langage qui sera la généralisation. C'est-à-dire tous les jeunes sont comme ça. Alors moi, je travaille à l'école de commerce où l'année dernière, c'est vrai, j'ai eu moins d'heures. Je suis une vieille relique là-bas. On va faire de l'humour. Et cette année, ils ont triplé mes heures. Et j'ai donc affaire à des jeunes intelligents, 17 ans, 18 ans, et où on a remis en place le développement personnel. C'est-à-dire partant réellement de quelque chose. Quelqu'un qui ne se connaît pas,
est un véritable danger pour lui et pour les autres. Et la réussite d'un individu passe par la connaissance qu'il va avoir de lui-même. Bien évidemment, j'ai appris beaucoup de choses avec les Singapouriens, ayant fait l'ouverture du Raffles, qui est un vrai produit hôtelier, avec son étoile à Singapour. Et donc, mon premier jour de formation, il y a quelques années, ça a été cela. La jeune femme est arrivée en me disant « Bonjour madame, je suis venue de Singapour et nous allons être amenés à changer votre module de formation. » Il s'agissait de la formation de 450 personnes que j'ai assurée toute seule. J'ai dit « Très bien ». Et elle me dit qu'il va falloir leur dire bonjour, apprendre à dire bonjour. Alors, quand on est une Française comme moi, et quand on vient de la Réunion, je me suis dit, mais ils sont complètement givrés, ils vont me payer pour apprendre à dire bonjour. Eh bien, vous voyez, là, c'est très organisé. Nous avons 250 personnes de chaque côté, parce que l'hôtel ouvre à 500 personnes. Et là, mon rôle à moi consistait à dire bonjour, how are you? Et la personne devait me répondre, outstanding today. C'est-à-dire que quand tu as 250 outstanding today, tu as de l'énergie et tu grimpes au plafond. Maintenant, nous allons prendre une très belle entreprise à La Réunion. Et je parle de ce que je sais, parce que je travaille en entreprise. Et donc, on arrive le matin, très belle entreprise, tout va bien. C'est magnifique. Et on a la première personne. Bonjour, comment ça va? Belle cafétéria. Off, comme un lundi. Et bien évidemment, c'est là où comme un vendredi. Et là où on est à peu près mieux. Alors, ce qui veut dire que si on a 200 personnes qui vous disent qu'on va bien comme un lundi, eh bien, ça veut dire que la perte d'énergie, elle est énorme. Et ce qui veut dire que, bien évidemment, j'ai des jeunes qui disent aujourd'hui, madame, de toute façon, quand on rentre le soir, nos parents nous disent qu'ils sont fatigués, on ne veut pas travailler. Et quand on arrive en entreprise, on ne nous a pas donné la place qu'on voulait, mais tu veux quoi? Mais moi, je suis prêt à travailler à condition qu'on me stimule. Et c'est pour ça que, bien évidemment, au-dessus, en position, en métaposition, moi, j'ai un levier qui, évidemment, je prêche pour ma paroisse. Mais après tout, j'ai besoin de travailler. Je suis dans le business. Et donc, bien évidemment, forcément, c'est l'enthousiasme en action. Parce que si tu n'as plus envie, eh ben, tu meurs. Et c'est cette envie. Qu'est-ce que nous voulons précisément? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le chef d'entreprise aujourd'hui, qui va être aujourd'hui, mais vraiment quoi, dans le combien ça va, ne peut pas utiliser un levier. Vous saurez que moi, j'ai une seule firme qui a accepté de me payer pour apprendre à dire bonjour. 3 heures. Et donc, j'ai bien suivi pour une ouverture de magasin l'augmentation du chiffre d'affaires. Elle était de 27% dès la première semaine de l'ouverture. À partir de là, ces leviers existent. Ils sont ainsi. Mais bien évidemment, où je rejoins, c'est tout à fait toute l'entreprise qui doit être en action. Faire une formation pour une seule personne ou un service, c'est du leurre. Mais si tout le monde parle le même langage, on utilise les vrais leviers et qu'il y a une vraie dynamique de groupe, alors je pense que oui, le soft skills a toute sa place. Sinon, aujourd'hui, il y aura tout et n'importe quoi. Parce que parallèlement à ça, vous avez l'entreprise qui va travailler et elle a ses attentes, elle doit faire du chiffre, et tant mieux. C'est ça le film. Mais elle fait du chiffre avec qui? Avec les autres. Et bien évidemment, en image projetée, ça fait peur. Parce qu'on a des idées et on a bien évidemment, pour moi, le soft skills, c'est juste le comportement de ta compétence validée par un diplôme. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on dit qu'on est manager ou on travaille de tel, il y a l'exemplarité. Et je terminerai pour ne pas prendre toute la place, pour vous dire juste ceci. Demain, mesdames, messieurs, ne croyez-vous pas que si vous croyez que c'est possible, nous serons déjà à mi-chemin? Merci infiniment à toi. Merci beaucoup.
On parle aussi d'intégration, donc finalement, cette logique même de soft skills dans les entreprises. On a entendu aussi parler des chiffres, de l'impact et du fait aussi que les soft skills aujourd'hui, c'est pas forcément aussi que le cœur de métier. Donc, on ne met pas de côté les compétences, on va dire, cœur de métier. On dit juste qu'il faut compléter ces compétences cœur de métier avec des éléments de soft skills parce que c'est ça aussi qui fait tourner dans les entreprises, les stratégies aussi d'entreprise. Et pour rebondir sur ces belles paroles, je laisserai aussi à Madame Demenou l'opportunité de nous parler un petit peu de cette stratégie d'entreprise, de ce qui a pu être mis en place et finalement des effets que ça a pu produire aussi, à l'instar de l'exemple que vient d'avoir. Donc effectivement, pour compléter ce qui a été, les propos qui ont été évoqués par deux collègues, on va dire, c'est vrai que le volet soft skills est apporté un élément clé de succès. La partie comportementale, c'est quand même important lorsqu'on est amené à recruter quelqu'un. Au-delà de la partie technique, ce qui fait la complémentarité d'un collaborateur, c'est son volet comportemental. Mais quand on parle de comportement, encore faut-il le définir dans l'entreprise. Ça veut dire que derrière, c'est bien d'attendre plein de choses de plein de collaborateurs, mais si on ne les a pas définies, ces compétences comportementales, finalement, on ne les définit pas. Et on attend plein de choses des autres sans vraiment mettre de mots. Donc, après, pour compléter aussi mon propos, c'est-à-dire que les ressources humaines, la direction des ressources humaines, effectivement, a quand même évolué depuis ces dernières années. On est quand même on était plus sur des volets transactionnels. Maintenant, on est quand même au cœur de la stratégie ces dernières années. Le Covid aussi a fait émerger ça sur nos fonctions stratégiques. Moi, j'aime à dire que je suis DRH, directrice des ressources humaines, mais en réalité, on parle plutôt de direction humaine des ressources. On manage des hommes avant tout. On manage des humains. On est tous humains et on a tous des attentes. Et donc, ce volet-là est hyper important dans l'organisation. Et donc, pour pouvoir effectivement mener une fonction stratégique en matière de ressources humaines, il faut effectivement que la gouvernance et que les acteurs de l'entreprise soient impliqués et comprennent qu'effectivement, il y a des vrais enjeux parce qu'au-delà du volet humain, il y a aussi tout le volet qui va avec, qui est la culture d'entreprise et managériale, avec aussi la formation des managers à accompagner ces hommes et ces femmes dans l'entreprise. Donc, nous, ce qui a été mené, ce que je peux vous dire en termes de témoignages, c'est que de par la complexité aussi de notre organisation, qui est la CILAM, donc c'est 9 structures, qui est sur l'île, avec des cultures différentes au départ, qui ont presque grossi, donc avec une industrie agroalimentaire, avec différents types de produits, fromage, glace, yaourt, produits laitiers, jus. On a travaillé, on a mis en place effectivement un travail sur l'intelligence collective pour justement définir effectivement ce qu'on attendait de l'entreprise en termes de vision, mission, ambition et rôle, et aussi déterminer les valeurs d'entreprise. À ça, au-delà de la valeur, on a défini ce que c'était que la valeur. Parce qu'une valeur, c'est bien beau, on peut se dire, on parle d'autonomie, on parle de responsabilité, c'est quoi finalement l'autonomie, c'est quoi la responsabilité? On se dit, finalement, chacun a sa façon de l'encoder. Le mot, tout le monde a aussi les mots ne sont pas les mêmes d'un individu de compréhension. Et ces mots-là, ça implique quoi? Ça implique aussi que nos valeurs sont aussi liées à notre culture, à nos croyances, à ce qu'on nous a éduqués quand on était plus jeunes, ce qui fait que ça traduit finalement aussi une résonance différente dans les mots. Donc nous, le travail qui a été fait, c'est un travail effectivement de définir les valeurs et aussi ce qu'on attendait aussi des individus dans l'entreprise et des collaborateurs. Et aussi, en parallèle de ça, de sensibiliser aussi nos managers. Tous nos managers sont repassés par la phase management, c'est-à-dire qu'on les a repositionnés sur des formations managériales pour justement leur donner les mêmes codes de langage et les mêmes façons aussi d'appréhender effectivement le management dans leurs fonctions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'un individu se dépasse, c'est aussi la façon dont il est traité dans son service par rapport aussi à la considération que le manager peut lui donner. Donc ça, c'est un élément clé. Donc, ça ne se fait pas en un jour. C'est quelque chose qui se fait aussi par étapes. C'est des mots, c'est plein de choses c'est des échanges réguliers avec les managers. C'est la sensibilisation aussi du terrain sur ça. C'est aussi des comités de direction, des responsables d'exploitation, des managers engagés aussi qui en comprennent le sens et l'intérêt de le faire pour aussi aller vers de la performance collective. Et voilà le travail qui a été mené. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que pour moi, une valeur,
c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas en réalité. Ça se développe dans l'entreprise. On l'a pas. Mais ça s'enseigne pas. C'est pas une formation toute prête. On va vous expliquer, finalement, pour être autonome, comment il faut faire, pour être responsable, comment il faut faire. C'est quelque chose qu'on a développé de par notre ADN, notre culture, nos croyances, notre éducation, nos valeurs, qui nous amènent à avoir ces comportements-là. Et donc, l'entreprise, sa responsabilité, c'est dans les process de recrutement, c'est déjà, quand on a des valeurs, c'est déjà aussi nos collaborateurs de pouvoir les recruter par rapport aux valeurs qui sont attendues dans l'entreprise, mais aussi de pouvoir ensuite les développer et développer ces valeurs-là par rapport à ce qu'on attend. Donc nous aussi, l'étape d'après, ça a été aussi d'intégrer ça dans ce qui concerne l'évaluation de nos cadres, c'est-à-dire que lorsqu'on évalue nos cadres, une évaluation annuelle, on intègre le volet comportemental par rapport à la correspondance de nos valeurs. Est-ce que le manager a les valeurs qui correspondent à l'entreprise dans laquelle on est? Voilà ce que je peux vous témoigner, en tout cas ce jour, par rapport à mon témoignage. Et du coup, moi, j'ai une petite question là-dessus. Afin de déterminer les valeurs de l'entreprise, tu parlais d'intelligence collective. La démarche a été laquelle? D'abord, d'essayer d'analyser les valeurs potentielles avec, je dirais, les membres de la direction et ensuite partager avec les salariés, où ça a été un travail collectif et peut-être que d'autres valeurs sont ressorties, je dirais, de l'ensemble des employés et non pas de la direction. Comment s'est passé un petit peu le process là de définition de valeurs au sein de l'entreprise? Alors nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, il y avait des valeurs, on a des valeurs d'entreprise, mais qui n'étaient pas clairement écrites. Donc, dans le comité de direction et avec les responsables d'exploitation, donc c'était quand même un groupe d'à peu près une douzaine ou une quinzaine de personnes, avec des vécus différents, des gens qui étaient arrivés il y a plus de 20 ans, d'autres il y a 10 ans, d'autres il y a 3 ans. Donc, cette perception de ce qu'on est, on la connaît. Il y avait juste le mot qui n'était pas mis dessus. Donc, il a fallu effectivement qu'on fasse un travail réflexif sur nos valeurs, ce qu'on considère être les valeurs de notre entreprise. Donc, bien sûr, il y a eu un arbitrage. On a beaucoup échangé au travers de ça. Et c'est comme ça qu'est sorti 6 valeurs qui étaient nos valeurs principales. Donc, c'est comme ça que ça a été fait. Et ensuite, donc, on a déterminé effectivement ces 6 valeurs-là, avec la définition qui va avec, et on les a présentées à l'ensemble des collaborateurs. Et donc, suite à ça, il y a eu aussi, justement, on leur a posé la question, est-ce que vous vous reconnaissez dans les valeurs de l'entreprise? Ils ont dit oui, c'est vraiment nos valeurs. Donc, on avait, on va dire, l'avantage aussi de savoir d'où on venait et quelles étaient nos valeurs. On ne les avait juste pas non plus affichées clairement. Voilà, dans l'entreprise, c'était des noms. C'est pour ça que c'est important. Voilà, ça s'est passé avec plusieurs séances d'intelligence émotionnelle, d'intelligence collective. Parce on a été accompagné justement aussi par un coach aussi pour nous aider justement à faire ce travail-là, qui était la définition des valeurs, mais aussi tout ce qui est définition sur quelle est notre mission, quelle est notre vision, quelle est notre ambition et quel est notre rôle dans l'entreprise. Et du coup, ça m'amène sur une autre question. J'entendais parler tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre. On sent que dans certains domaines, on a du mal à recruter. Moi, ça me fait rebondir sur le côté de la fidélisation du salarié. Donc, aujourd'hui, on sait bien qu'il faut tous qu'on gagne notre vie, mais ça ne reste pas le critère primordial pour rester en entreprise. Donc, je pense que au niveau de la direction et de l'entreprise elle-même, il y a une évolution à amener qui doit être en corrélation et en cohérence avec la société et peut-être les mentalités. Est-ce que toi, à ton niveau, je ne sais pas s'il y a assez de recul là-dedans, par rapport à la mise en place des valeurs, ça a été fait quand? Est-ce que tu sens peut-être qu'il y a moins de turnover, moins de départs, parce que les gens se retrouvent plus dans les valeurs? Les recrutements correspondent aussi aux valeurs de l'entreprise. Est-ce que pour toi, il y a eu un impact sur un turnover qu'il y aurait pu avoir avant la définition des valeurs? Alors, la définition des valeurs, c'est tout prêt, a été fait vraiment de cette année. C'est un travail qui est très récent. Pour ça aussi, je suis fière finalement de vous livrer mon témoignage. Mais c'est quelque chose où justement, on est en phase de déploiement. Donc, je ne peux pas mesurer de façon précise parce qu'on a un gros travail qui est en cours aussi pour développer cette communication. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des valeurs, il y a aussi tout cet alignement managérial sur la prise de conscience de l'importance du rôle du manager dans l'organisation
sur la gestion humaine et l'employabilité des collaborateurs, sur avoir cette vision-là, se dire, bah voilà, on est manager au-delà de l'aspect, voilà, on doit assurer une production, etc. Il y a aussi un volet humain qui ne peut pas être occulté dans la relation managériale, parce que parfois, vous avez dû connaître ça dans des organisations, parfois un manager devenait manager parce qu'il était bon technicien. Ça, c'est des choses... Ça peut être encore le cas, et c'est encore le cas, et ça sera le cas dans les années futures. Mais pour autant, l'entreprise a un devoir d'accompagner ses managers sur ces prises de poste-là, parce qu'on le sait aussi, ces managers qui sont très bons techniciens évoluent généralement au sein des mêmes équipes qu'ils ont eux-mêmes, c'était leurs collègues, et effectivement, il faut pouvoir détecter lorsqu'on est amené à faire ce type de promotion sur ces postes-là, savoir si le manager ne sera pas en situation d'échec sur le volet managérial et par rapport à ce qu'on lui demandera de faire. Il y a un nouvel outil qui a été créé cette année, s'appelle le Cléa Management, qui a été créé par les partenaires sociaux, qui va permettre de former justement les personnes qui sont aujourd'hui déjà managers, mais qui se retrouvent avec quelques, je dirais, déficits au niveau, par exemple, alors je cite, organiser l'activité au regard des contraintes et attentes de l'entreprise, animer, encadrer le collectif, accompagner les collaborateurs. Donc, on retrouve un certain nombre de compétences qui aujourd'hui manquent à certains managers qui ont évolué au fil des années, des fois au sein des mêmes services, et qui se retrouvent effectivement, et je rejoins Madame là-dessus, sur le fait qu'on devient souvent manager avec des compétences techniques, mais les compétences managériales le sont moins souvent. Pour un petit témoignage, nous, on peut intervenir au sein des entreprises, au sein des responsables RH, pour en tout cas présenter nos dispositifs de reconversion professionnelle, mais on a pu intervenir auprès d'entreprises avec une trentaine de managers responsables de sites, mais qui tous n'avaient aucune compétence managériale. En fait, ce sont des personnes qui étaient techniciens, qui arrivaient, c'était des sites de recyclage, qui arrivaient à gérer la production, tout le process de recyclage, mais du coup, arrivé il y a quelques années, l'obligation des entretiens professionnels annuels, et n'avaient aucune connaissance là-dessus, pas de connaissance sur comment mener l'entretien, comment pouvoir orienter la personne vers des bons interlocuteurs ou des bons dispositifs. En fait, on se rend compte que effectivement, il y a énormément de cadres, on a pu échanger avec l'APEC là-dessus, mais qui n'ont pas de niveau de formation qui correspondent aujourd'hui forcément à je dirais à leur responsabilité. Donc, il y a quand même effectivement une nécessité à ce que les cadres, enfin les managers soient formés pour mieux accompagner, mieux véhiculer aussi l'image et les valeurs de l'entreprise auprès des collaborateurs. Ça reste des intermédiaires entre les directions et les employés. Et ça nécessite effectivement un accompagnement, une formation pour qu'ils puissent aussi transmettre et demain, même dans leur propre recrutement, détecter ou déceler les meilleurs profils pour travailler avec eux. Aujourd'hui aussi une question, c'est de se dire finalement, quand on forme aussi cet encadrement-là, quid de la posture, donc de la maîtrise de cette posture aussi dans les différentes entreprises. Est-ce que vous aujourd'hui vous faites face, est-ce que vous avez déjà de l'encadrement, ou même quand vous êtes sur le champ des organismes de recrutement, quand vous devez recruter ce personnel d'encadrement, ou encore les organismes de formation qui doivent les faire monter en compétences, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez sur ces enjeux donc de posture, de savoir-être aussi en qualité de manager? Parce qu'aujourd'hui un manager il va être amené, on va dire, à faire à la fois son rôle de management, à la fois du cœur de métier, parce que finalement, la plupart du temps, et là je rebondis, il est mis dans ce rôle et dans cette posture managériale parce qu'on constate finalement qu'il a toutes les compétences techniques et toute l'expertise. Et pour vous, entre guillemets, avoir ce rôle-là, est-ce que vous avez ça dans vos entreprises? Et c'est surtout très important, n'hésitez pas à prendre la parole parce que c'est tout ce frottement, moi j'appelle ça des silex qui font du feu derrière. Et finalement, quand on frotte de silex, on a un petit feu et on dit le feu, c'est la vie. Donc, allez-y, exprimez-vous, posez vos questions, rebondissez. Alors moi, je voudrais m'exprimer en termes d'expérience dans des structures aussi bien publiques très grosses que privées. Aujourd'hui, on a un autre problème, notamment au niveau des jeunes, c'est la notion de prise de responsabilité d'encadrement. Où on a des gens effectivement parfaitement au point au niveau technique, vont donc avoir, a priori, être sollicités pour monter en responsabilité et qui veulent absolument pas encadrer votre personnel. Donc, les problématiques
d'implication, même avec des soft skills, sont très difficiles à mettre en œuvre. Parce qu'après, vous avez aussi des notions de statut, hein, où il y a des gens, il y a même pas mal de gens qui, arrivés à un certain stade, veulent rester des experts et non pas des encadrants, parce que justement, ils ont peur de cette capacité à manager qu'ils n'ont pas et que bien souvent, la structure ne leur donne pas. On considère qu'il faut produire, il faut y aller, etc. Donc, ça, c'est un vrai problème. C'est encore plus un problème, à mon sens, à La Réunion. En fait, il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus de 95% d'entre eux sont des TPE à La Réunion. Donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment un problème de sensibilisation et de capacité à initier ce savoir-faire ou ce besoin au moins d'introduire du soft skill dans l'entreprise. Il faut commencer à travailler. Je dirais qu'il y a une autre difficulté peut-être sur des postes d'exécution, un manque parfois de pré-culture d'un certain nombre de règles basiques en matière de soft skills. D'ailleurs, on voit au niveau de toutes les, je dirais, toutes les aides qui sont mises en place, notamment par la région, en termes de pré-formation des formations, justement pour mettre souvent les personnes, les candidats, voire même en interne, les personnes qui vont avoir à passer une formation complémentaire, mais qui nécessitera non seulement l'acquisition de techniques, mais aussi l'acquisition de soft skills. Et là, on est souvent assez limité. Je voudrais aussi rebondir sur une remarque qui a été faite sur le fait qu'il est quasiment impossible, ou c'est ce qui a été dit, hein, de former une personne aux soft skills. Voilà, je pense que c'est... Ça ne s'enseignait pas, c'est de ça se développer. C'est soit on l'a ne l'a pas, de par aussi notre culture, par rapport à nos croyances, par rapport à notre éducation. Je ne partage pas tout à fait votre point de vue, parce que sinon ça voudrait dire que dans toutes les TPE, on n'a aucune chance de faire progresser les gens. Non, bon, j'exagère volontairement. Mais bon, c'est une question qu'il faut se poser, parce que je pense qu'à La Réunion en particulier, on a souvent cette problématique-là. On a des jeunes qui veulent y aller, qui ont une bonne formation technique, mais qui ont une grosse lacune en termes de soft skills. Bon, il faut peut-être aussi leur donner cette chance-là avec ce savoir-faire. Bon, mais j'ai peut-être pas bien compris ce que vous avez dit. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, au-delà des compétences techniques, un manager est là, de dresser aujourd'hui une liste ou une fiche qui décline toutes les compétences autres que techniques d'un manager pour que déjà ça passe déjà par l'information? Parce que peut-être qu'il n'est pas informé de ce qu'un bon manager, ce qu'il doit être. Effectivement, c'est intéressant de dresser une liste de compétences qu'on va avoir pour bien manager. Alors, en ce qui nous concerne, chez Edena Boisson en l'occurrence, j'ai mis en place un ICRH, donc un système d'information des ressources humaines, où on fait passer de façon digitalisée les entretiens, tout type d'entretien en fait. Et notamment pour les entretiens liés aux objectifs annuels, on a rajouté des soft skills. Donc, en fait, on a une liste de soft skills qu'on a, pour le coup, effectivement déterminée. On aime avoir, en fait, dans l'entreprise. À côté de ça, il y a bien évidemment des compétences techniques qui sont nécessaires et en fonction des métiers différents. Mais on a rajouté un espèce de tronc commun sur les soft skills qui étaient attendus dans l'entreprise et qui étaient liés également, en fait, à notre activité. Donc, ce n'est pas déterminant que pour les managers, mais c'est également lié aux salariés, c'est-à-dire que tous les collaborateurs de l'entreprise sont soumis à une analyse, entre guillemets, de ces soft skills. Ce n'est pas réservé aux managers. Tous les collaborateurs ont besoin de soft skills, en fait, donc, l'autonomie n'appartient pas qu'à un manager, elle appartient également au comptable qui doit gérer son temps dans l'organisation, etc., etc. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a globalisé, en fait. Donc, les managers qui réalisent les entretiens ont cette liste à disposition. C'est ça. Donnez-moi de vous déranger. C'est fait. Pas que les managers. Quand on fait passer
entretien. Donc, effectivement, il y a le manager qui mène l'entretien, mais le collaborateur a de son côté déjà, en fait, pré-rempli l'entretien et c'est lui-même noté sur ses soft skills. Donc, on a déterminé, en fait, un curseur, on va dire de 1 à 5, et je m'évalue moi-même sur mes soft skills et je vois quelle est l'évaluation de mon manager. Idem pour les compétences techniques, en fait. Et je vois s'il y a un différentiel. Et s'il y a un différentiel, que se passe-t-il, en fait? Moi, salarié, je viens motiver, en fait, la notation que je me suis attribuée. Et je vérifie avec mon manager qu'on a la même compréhension qui se traduit par mes missions quotidiennes. Donc, du coup, ces soft skills, en tout cas chez nous, elles se traduisent de cette façon et sont analysées de concert avec le manager et le collaborateur. Mais il est laissé au collaborateur la possibilité de s'exprimer à ce sujet et il doit le faire, en fait, il doit motiver, en fait, son analyse personnelle sur ce qu'il engage en fait au quotidien dans ses missions. Et à quel moment vous lancez ces évaluations pour les entretiens? C'est ça, entretien? Oui. Alors, pas pour les entretiens professionnels. On les réalise en fait pour les entretiens annuels. D'accord, ok. Mais du coup, je vous rejoins parce que donc, moi, je suis amenée à recruter pour des clients, mais je suis aussi amenée à recruter pour ma propre équipe. J'ai fait des erreurs de casting parfois et je me suis posé la question pourquoi j'ai fait une erreur de casting, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'il faut que je fasse différemment pour mes propres recrutements. Et en fait, je rejoins l'idée qu'en effet, aujourd'hui, je suis dans l'entreprise du groupe Alter-Ego et Captive. J'adhère aux valeurs de mon entreprise, mais j'ai aussi mes propres valeurs et j'ai mon propre service. Et je me suis posé moi-même les questions. Donc, j'ai les valeurs de l'entreprise avec lesquelles je suis complètement en adéquation. Et puis, j'ai mon mode de fonctionnement en tant que manager. J'ai mes propres valeurs, mes propres attentes. Et ça, je me les suis fixées. Je me les suis déterminées. J'en ai pas mis 10, j'en ai peut-être mis 3, 4. Moi, j'ai besoin de gens qui sont curieux. Mon métier le nécessite. J'ai besoin de gens qui sont autonomes. Mais c'est quoi l'autonomie? C'est à quel point je veux que les gens soient autonomes et comment je suis capable de les rendre autonomes. Je veux des gens qui sont responsables. Responsables dans quel sens? Je veux que ces gens-là gagnent en responsabilité, soient capables de grandir à mes côtés et de devenir des professionnels du métier et d'être responsables face à l'adversité. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on est capable de l'assumer et de l'expliquer et de me l'avouer. Donc voilà, ça c'est des choses que je me suis fixée en tant que manager. Et donc, c'est des choses que j'aborde dans l'entretien. Donc, j'aborde les compétences techniques, les compétences transverses, il n'y a pas de sujet pour que je vois si ça peut matcher avec le métier pour lequel je recrute. Et derrière, on va aborder les appétences douces. Et là, je vais aller creuser pour découvrir quelles sont les appétences du candidat. Je ne vais pas lui dévoiler les miennes tout de suite, sinon le jeu serait trop facile. Et je vois à quel niveau, moi, je suis prête à m'engager dans le jeu avec lui. C'est-à-dire, si je lui dis oui, si c'est lui que je retiens sur le poste, moi, en tant que manager, comment je vais devoir, le niveau d'adaptation que je vais devoir avoir par rapport à mes propres valeurs. C'est-à-dire qu'il ne va forcément pas cocher toutes mes cases. Ou alors, coup de bol, coup de cœur, on était fait pour se rencontrer, et banco. Et quand ce n'est pas le cas, c'est à moi de décider si oui ou non, je suis prête à donner de mon temps, de mon énergie, au-delà de mes responsabilités, pour l'accompagner dans sa progression. Et depuis que j'ai mis ça en place, je me rends compte que je respecte mes propres attentes, je respecte en fait mon contrat et le discours que je tiens à tous les candidats aujourd'hui que je recrute pour moi, c'est il y a le contrat physique qu'on va signer ensemble, le contrat en fait où on va déterminer la rémunération, chez nous il n'y a pas d'horaire mais voilà, le volume hebdomadaire, etc. Et il y a le contrat moral que tu passes toi et moi. Que là maintenant on se le dit les yeux dans les yeux et ce que je fais c'est que régulièrement ensuite je fais des points d'intégration. Je ne lâche pas dans la nature, ce n'est pas forcément moi qui l'ai en management direct, mais du coup, je supervise quand même son travail en distanciel. Mais par contre, on fait des points d'étape pour savoir si on est toujours OK avec le contrat moral qu'on a signé au départ. Et je vous rejoins sur le comment ça va, qui est indispensable pour moi parce qu'aujourd'hui, si mon équipe n'est pas à mes côtés, je ne réalise pas le chiffre d'affaires que je dois générer derrière. Parce que c'est des gens qui sont... Pour moi, c'est des métiers tous les métiers aujourd'hui sont compliqués. Et si on n'a pas l'envie, si on vient pas avec la patate, l'envie d'être auprès des équipes, on n'avancera pas en fait. On est en perte de productivité et d'intensité. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que vous avez déterminé en conscience en fait
ce que vous étiez prête à donner, en fait, et à recevoir. Mais je pense que c'est un travail que tout le monde ne fait pas, en fait. Et je pense que ça rejoint ce que vous disiez sur le Voilà. fait qu'il faut accompagner les managers qui sont très éloignés de ces notions d'intelligence collective, etc., et de positionnement managérial, finalement, parce que, en fait, ils n'en ont pas pris conscience. Et c'est un travail qui ne se fait pas, en effet, en 2 heures, 3 heures de formation. C'est des heures, je pense, d'intervention. Et ça se fait aussi pas forcément par des réunions. Je pense que ça peut aussi se gérer au niveau de l'entreprise. Dans des échanges. Tu parlais de co-développement tout à l'heure, Bertrand, ça peut passer par ce genre de sujet. Donc oui, je pense que ça peut émaner aussi bien du manager, comme ça peut émaner d'une direction des ressources humaines, comme ça peut émaner d'une direction générale, ou tout simplement aussi les collaborateurs être à leur écoute et définir ensemble. Ouais, je pense que c'est définir les valeurs de l'entreprise, mais aussi se définir par service les valeurs d'un manager et de son équipe. Et après, si je peux me permettre, c'est aussi, et je pense que moi je le vois beaucoup, la difficulté des DRH et des DG de faire côtoyer des gens qui sont intéressés et motivés par les soft skills, par l'intelligence collective, et dans l'entreprise, il y a des personnes qui adhèrent pas du tout et que ça n'intéresse absolument pas. Et on aura beau avoir les outils géniaux, la valeur idéale, tout ce qu'on veut, faire le salto arrière avant, devant. Il reste, c'est pas du tout un jugement. Il y a des personnes où je m'aperçois, ce n'est pas dans leurs valeurs, ça les intéresse pas. Et toute la difficulté est de continuer à avancer, parce qu'effectivement, on voit que c'est quelque chose de tendance, il faut aller bien sûr vers là, mais tout en quand même gardant une partie de ces salariés de la population à qui ça n'intéresse pas. C'est pas des gens où on va dire, ben voilà, vous sortez, vous allez à la poubelle parce que ça se fait plus comme ça, et maintenant, on est tous youpi sur les soft skills. Et ça, je trouve que, j'en discutais avec pas mal de DRH, ça reste alors je sais pas, Sandra, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, ça peut l'être chez Silam, parce que population, on fait côtoyer des personnes différentes, des structures et des histoires différentes. Et c'est vrai que c'est pas, je trouve que c'est jamais facile à mettre en place. Alors pour moi, c'est pas qu'une question en fait de désintérêt. Ce que je constate, c'est que on a souvent des managers qui ont besoin de se rassurer. Et donc, pour être rassurée, je veux une personne qui me ressemble. Et donc, si moi, dans mes soft skills, j'ai l'habitude d'être plutôt comme ça, eh bien, je vais préférer avoir quelqu'un qui me ressemble. Et donc, par conséquent, je ne vais pas aller vers celle qui est un petit peu différente et qui va avoir effectivement des soft skills totalement différents, mais qui peuvent apporter à l'entreprise, tout simplement parce que je ne les connais pas, ces soft skills, puisqu'elles ne m'appartiennent pas. Et donc, ce n'est pas un manque d'intérêt pour moi, mais souvent un manque de compréhension et une peur qu'il y ait à ça, parce qu'il y a les objectifs qu'on me demande d'atteindre. Moi, en tant que manager, je dois faire ça et ça. Et à côté, il faut que je recrute une nouvelle personne que je ne connais pas, si on parle de recrutement, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va me rassurer? C'est ses compétences techniques. Elle sait faire ça et ça. Et les soft skills, je donne l'impression que je me désintéresse. Oui et non. Mais surtout, je me rassure en fait, parce que j'ai le sentiment qu'en prenant comme ça cette personne, elle va pouvoir répondre à mes besoins dans l'immédiat. Mais je réponds à un besoin immédiat. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, dans le moyen et long terme, ça ne fonctionne pas toujours parce que justement, l'entreprise évolue. Et je ne parlais pas particulièrement des managers d'ailleurs. Manager, oui, juste pour compléter le propos, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir aussi cette comment dire, ces visions différentes, que ce soit les opérationnels qui, eux, recrutent, et aussi le volet RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'estime que dans un recrutement, quand on a une personne qui est expert sur son CV, moi, je le recrute pas par rapport à ce qu'il y a sur son CV, je le recrute par rapport à ce qu'il est. Est-ce qu'il va apporter à l'entreprise en termes de valeur? Est-ce qu'il va s'insérer dans l'organisation? Est-ce qu'il va pouvoir s'adhérer? Est-ce qu'il va pouvoir collaborer avec ses collègues? Que son manager, de par le style de management qu'il a, parce que chaque manager aussi a des styles différents. Et c'est lié, on ne leur demande pas d'être formaté, on leur demande juste d'adapter par rapport à l'individu qu'ils ont en face d'eux, le management le plus adapté. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que je suis d'accord en fait sur le mécanisme de réflexion qu'on peut avoir là-dessus. Mais je salue aussi en fait ce que tu as mis en place au sein de ta structure, parce que je pense que les deux sont liés. Cette réflexion, en tout cas, ce mode de fonctionnement de se dire qu'on va travailler sur les valeurs pour pouvoir anticiper sur le recrutement,
c'est ça qui va faire la différence parce que ton manager qui, pour se rassurer, tu vois, va choisir en fait sur les hard skills parce que sur le moment, il en aura besoin. Si on a travaillé en amont cette partie valeur et qu'on a installé en fait cette culture en interne, et bah, du coup, on va former aussi le manager quelque part sur comment en fait moduler son soft skills pour qu'il commence en fait à tendre en fait Nous avons vers ça. travaillé sur des valeurs. Bah, je pense que c'est une culture d'entreprise qui s'installe. Bien évidemment, ça fait un peu bisounours en fait de le dire comme ça se fait pas en fait. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure parce qu'elle vient de le mettre en place. Donc maintenant, il faut attendre d'avoir les retours. On refait pas le match. Donc ceux qui sont déjà là, on pourra pas forcément intervenir, les changer, même si on peut quand même en fait les former, les accompagner. C'est plus le mot en fait, hein, les accompagner. Et par contre, excusez-moi, juste pour compléter le propos, qui est quand même important de vous dire, c'est au-delà des valeurs qui sont marketées, il faut qu'elles soient vraiment réelles. Voilà. Ça, c'est le socle, c'est-à-dire que derrière... J'ai bien compris, mais pour cause, dans mon entreprise, ce sont les collaborateurs qui ont choisi et défini les valeurs. Ça s'est fait dans ce sens-là, en fait. Hein. Donc, elles sont en place depuis 2016 dans l'entreprise. Et le fait est que, bah oui, au début, honnêtement, hein, c'est très chouette, hein, c'est très joli sur le papier. Ça vit un temps. Et puis ensuite, pour différentes raisons, bah, on passe aussi à d'autres sujets, etc. Donc, les valeurs, on les connaît, on les apprécie. On aime bien, entre guillemets, les vanter quand il faut les vanter de façon marketing, etc. Mais au final, l'opérationnalité revient quand même dans le quotidien de façon, en fait, très intensive. Et les valeurs qu'on a décrites un temps, alors j'espère que ce ne sera pas forcément le cas chez vous, hein, mais elles finissent par s'étioler. Alors moi, je pense que du coup, en fait, ces valeurs justement qui se dissipent dans le temps, elles se dissipent parce qu'elles ne sont pas en fait, avec le recul, hein, c'est-à-dire qu'au moment qu'on les a identifiées, au moment où on les a communiquées, après, il faut les incarner, en fait. Il faut les faire vivre par des actions au quotidien. Et c'est pas uniquement, en fait, dans le recrutement, dans le fait d'aller chercher, en fait, ces soft skills, parce que là, on parle de ce sujet-là. Mais il y a plein de choses, en fait, qui vont être complètement liées. En fait, c'est toute la vie d'entreprise, quelque part, qui est bousculée par ça. C'est un changement. Ce que Marion disait également, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les parties prenantes de l'entreprise, en fait, puissent adhérer, en fait, à ça. C'est-à-dire que s'il n'y a plus que les collaborateurs ou les managers, qu'il n'y a pas derrière la direction qui souhaite incarner de façon pérenne les valeurs de l'entreprise, elles vont s'étioler de façon inexorable. Donc, et voilà, en ce qui nous concerne, on a eu des directions successives, chacune avec ses besoins et ses envies. Donc, on fait aussi avec. Et en contrepartie de ça, on met en place d'autres initiatives qui vont être le suivi des collaborateurs lors de l'intégration sur des, comment dirais-je, j'ai oublié le terme, mais après 3 mois qu'ils arrivent, en fait, j'ai mis en place un rapport d'étonnement, voilà, pour avoir en fait leur avis sur différentes thématiques de l'entreprise et on passe un petit peu en revue. Donc, il y a le service, mais pas que, il y a l'entreprise, les RH, comment ils ont été recrutés, comment ils ont été intégrés, comment ils perçoivent le service, comment ils perçoivent les relations interservices, etc., etc. Et c'est une mine d'informations qui est extrêmement pertinente parce qu'ils ne sont pas encore complètement dans le moule de l'entreprise après X temps, ils ont pris les bonnes ou les moins bonnes habitudes, on va dire, et ils restent encore un petit peu neutres. Et on récupère en fait beaucoup d'informations qui sont très intéressantes par rapport à ça. Je voudrais rebondir juste sur ce que vous avez dit en évoquant l'émotion, la peur. Effectivement, par rapport à ça, je crois que ce soit du côté des collaborateurs ou que ce soit du côté du management, j'ai envie de dire l'équipe qui est suivant son degré de maturation aussi peut être plus à même à ne pas aller vouloir sortir de la zone de confort parce que systématiquement, il y a ce que l'on appelle qu'elle a peur. Et justement, alors que peut-être que sa manière de fonctionner, c'est-à-dire qui est gérée par son émotion motrice qui peut être chez elle la peur, si elle l'a transformée, la peur est une énergie, c'est-à-dire elle peut paralyser, mais elle peut justement la transformer sur quelque chose qui est, au lieu d'avoir peur,
sois courageux, félicite-toi pour ton courage tous les matins et retrouver à ce moment-là un espèce d'équilibre qui va faire que moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises au niveau, parce que je suis coach en motivation, en performance. Et donc, c'est vrai aussi que l'idée de la peur est une rencontre. Et après, on ne peut pas faire ça et on ne peut pas y aller, on ne peut pas leur dire des choses ou quoi, parce que nous sommes en France et il y a la législation. Et c'est là où, à un moment donné, eh bien, il peut y avoir un décalage par rapport à tout ça. Anyway, en fait, l'idée, c'est, moi j'ai envie de dire en paradigme, c'est vraiment une volonté de culture d'entreprise qui est aujourd'hui, qui va redonner du sang neuf à tout cela. Et c'est le positionnement du sang. Parce que moi, je vois que, par exemple, si on prend l'école de la thérapie, eh bien, c'est vraiment comment je donne du sens. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné, eh ben, le problème de la forme, eh ben, comme dit Clorno, c'est le fond qui remonte à la surface. Et là, tout est critiquable. Et tout va se mettre à ce qu'on puisse redébalancer les choses. Alors que le soft skills, pour moi, c'est vraiment une opportunité, enfin merci, quoi, de travailler sur ce côté en entreprise. Je suis venue pour ça, en fait, parce que ça fait partie d'un de mes leviers, je suis convaincue. Mais parfois, effectivement, eh ben, si on est tout seul et s'il n'y a pas cette volonté, cet enthousiasme de toute la culture d'entreprise, et ça, c'est un travail vraiment qui est un travail de fond. Mais j'ai déjà vécu cela ailleurs, hein, sur des hôtels. Je pense que c'est tout à fait possible et ça change le tout et le langage pour le manager, hein, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Merci Marie-Claude. Je voudrais peut-être laisser, je sais que ce n'est pas évident à distance, Hicham, peut-être qu'on ait vos témoignages à tous les deux, vu du Crédit Agricole. Je vais me permettre de laisser dans un... Oui. On prendra juste une question juste après vous de monsieur de Yann, qui est à distance aussi, qui a levé la petite main. Ah, super. Donc, Yann, ça te dérange pas qu'Hicham et monsieur Frédéric. Voilà. Non, Frédéric, bien sûr. prennent la Je parole. vous en prie, allez-y. Nickel. Bon, merci Yann, c'est gentil. On va essayer de faire ramasser, mais explicite. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment passionnant, hein, ce sujet, évidemment. D'autant plus que, comme disait Harari dans son bouquin Sapiens, vous l'avez peut-être lu, c'est la capacité de l'homme à faire collectif qui l'a amené à conquérir le monde. Hein. Donc finalement, c'est la capacité à faire corps ensemble derrière un projet. Et c'est un facteur extrêmement central en fait de l'évolution des sociétés. Donc Harari l'explique en disant c'est la capacité à conceptualiser un futur mobilisateur. Donc finalement c'est le sujet du sens, quoi. Si on donne du sens, finalement on engage les gens, on les fait avancer. Mais évidemment à l'époque il y avait un autre sujet qu'il fallait couvrir, c'était la sécurité. Donc à la préhistoire, c'était comment je me protège des prédateurs, comment je me protège, comment je trouve de l'alimentation. Et donc ça, le groupe était un excellent vecteur de protection. Aujourd'hui, on parle plus de sécurité psychologique. Quand vous parlez de la peur, là, moi, je trouve que c'est vraiment un sujet vraiment central, en tout cas dans la façon dont on gère nos collaborateurs et donc dans la manière dont on traite ces éléments de comportement. C'est plus diffus, c'est plus flou, c'est de l'ordre de ces émotions dont parfois on a un peu de mal à se faire des alliés. Et je laisserai Hicham s'exprimer sur le sujet parce que pour le coup, on a essayé de faire des choses là-dessus. Donc on voit que c'est un sujet en fait qui a traversé le temps et aujourd'hui dans quel contexte on se trouve. Alors pour rejoindre le premier intervenant, et je m'excuse, j'ai pas votre prénom. Pardon ? Bertrand, voilà, merci. Alors, moi, j'ai mis en exergue 3 éléments qui me semblent être ce qu'on appelle des change makers, en tout cas des choses qui font bouger les lignes, qui font bouger les modèles, les perspectives. Le premier, c'est le digital, comme vous, hein, je le trouve extrêmement structurant. En fait, il crée de l'accélération, donc il modifie les comportements. On cherche de la réactivité, de l'immédiateté. On voit ça dans les exigences clients. On cherche même des choses qui vont au-delà de nos capacités à faire humaines. Hein, donc, ça va plus vite que nous.
Donc, ça peut faire peur. Ça amène aussi une forme de désincarnation de la relation, hein, parce que le digital, finalement, aujourd'hui, on a des collaborateurs qui démissionnent par SMS. Donc, c'est intéressant, mais c'est un peu compliqué. On a aussi quelque chose qui déplace l'ego, hein, avec le selfie où je fais des photos pour me mettre pour exister, là où avant, on avait une sorte d'esprit de servir l'autre, quoi, penser à l'autre, quoi. Pardon. Cette accélération, elle fait aussi traiter plus vite les données, elle utilise des masses d'informations et donc finalement, elle vient en concurrence de notre intuition. Et ça, quand on vient en concurrence de notre intuition, l'intuition, c'est notre intelligence artificielle à nous qui se base sur la multitude des expériences et des émotions qu'on a accumulées. Et la concurrence de notre intuition nous fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va devenir inutile. Donc ça aussi, du point de vue de la capacité des compétences, je dirais, comportementales à le gérer, ce n'est pas évident. Ça crée beaucoup d'incertitudes, vous l'aviez évoqué, Bertrand. Et notre cerveau en a horreur, hein. Il crée dans le cortex singulaire intérieur, il crée de la cortisol et il rajoute de l'adrénaline pour être sûr qu'on réagit bien à cette incertitude-là. Donc, on voit bien que c'est un sujet. Et d'ailleurs, pour contrer l'incertitude, on a créé les IA, hein. On prédit les choses avec des intelligences artificielles. Sauf que les intelligences artificielles, aujourd'hui, on s'aperçoit que là où on voulait qu'elles nous aident à prédire, à simplifier la lecture de l'avenir, en fait, elles créent des complexités additionnelles et on a une lecture des interdépendances qui sont encore plus difficiles à opérer. Parce que les algos, c'est des boîtes noires, hein, donc on ne sait pas trop à quoi ça va nous faire aboutir. Donc tout ça, en fait, quelque part, va nécessiter qu'on s'adapte sans s'épuiser. Donc du point de vue accompagnement humain, il y a un sujet autour de comment on prend tout ça en compte et sans épuiser l'humain et en trouvant sa place, quoi. Et sans doute avec des équilibres, comme on le disait tout à l'heure, entre l'ego et la solidarité. Des gros sujets, je trouve, de compétences comportementales. Le deuxième gros sujet à côté du digital, c'est l'écologie, hein. On a un sujet qui, cette fois, n'est pas seulement structurant comme l'est le digital. Là, c'est urgent, quoi. Donc, on perçoit bien, du coup, les interdépendances avec les autres formes de vie sur Terre. On a 80% des insectes qui ont disparu, des insectes volants qui ont disparu en 30 ans. C'est monumental. Le sujet, c'est qu'on ne maîtrise pas encore complètement ces interdépendances. On mange 5 grammes de plastique par semaine. 5 grammes de plastique par semaine, c'est une carte bancaire. Nous, on travaille au Crédit Agricole, ça nous parle beaucoup. Mais voilà, si je vous dis, tiens, ce midi, non, c'est pas rougail saucisse, c'est carte bancaire. Bon, évidemment, on est un peu sur le. Hein, on est en train de se poser des questions. Hein, donc, très honnêtement, c'est assez intrusif parce que ces 5 grammes de plastique, par exemple, on n'a pas la main dessus. Donc, ça crée des anxiétés. On a pensé que les ressources étaient illimitées, hein. C'était Descartes qui a, dans sa manière de fonctionner, dit il y a l'homme et il y a l'environnement. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans l'environnement et qu'on est plus positionné à côté. Ce n'est pas un truc facile à intégrer. Les modèles économiques, les modèles de ville, les modèles même d'interaction et de flux mondiaux, tout ça est remis quelque part un peu en question. On parle même pour certains de transformation philosophique de la façon d'aborder la vie ensemble. Donc tout ça, toute cette éco-anxiété, cette solastalgie dont certains parlent, elle est bien réelle. Et en fait, on a je pense, la façon dont on se comporte, dans la façon dont on accompagne les individus, la nécessité de faire collectif, ce fameux collectif qui exploite notre sens grégaire et à l'intérieur duquel on trouve un cocon rassurant, mais surtout un cocon dans lequel on agit, dans lequel, du coup, on se rassure encore en plus en étant dans l'action. Voilà, donc éviter de tomber dans la fatalité, quoi. Donc, un enjeu, à mon avis, qui est quand même extrêmement important et qui ramène aussi au sens. C'est-à-dire que pourquoi on essaie de transformer les modèles, c'est que si à un moment donné, tout ce qu'on est en train de faire, vouloir faire du chiffre d'affaires, on le fait sans réfléchir à cet aspect-là, évidemment, on ne donnera pas de sens à des individus et on pourra toujours faire ce qu'on veut en termes de compétences comportementales. À partir du moment où je te fais faire un truc complètement déconnant pour la planète, il y a des chances que vous n'ayez plus envie de le faire. Le dernier aspect que je trouvais intéressant à mettre en exergue, c'est la dimension humaine, où je trouve qu'il y a une sensibilité qui est beaucoup plus forte qu'auparavant. On a des nouveaux comportements, on l'a évoqué, avec notamment les nouvelles générations.
moi, je l'explique beaucoup en disant, on a fabriqué des enfants rois, hein. Donc, les enfants rois, évidemment, ils ont une vision de j'ai de la capacité d'expression, j'ai de la capacité à prendre des initiatives, j'ai la parole dans le groupe, mes parents sont en mode ressources, voilà. Et tout ça, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils cherchent à ce que leur manager il fasse pareil, hein. Donc, je suis à égalité avec le manager, hein. Papa, quand il est en discussion avec un autre adulte, je l'interromps et j'ai ma place. Et là, c'est pareil. Donc, il y a cette horizontalisation qui, pour moi, vient moins des organisations qui, quelque part, demandent la responsabilisation et la prise d'initiative des individus. Pour moi, ça vient aussi énormément des individus eux-mêmes. Et cette nouvelle génération qui amène ça, elle est très contagieuse. C'est-à-dire que les générations comme la mienne, je ne dis pas que je suis vieux, mais disons que j'ai un peu plus d'âge, elles prennent cet aspect-là comme étant assez vertueux, quoi. C'est intéressant de se dire, attends, c'est horizontal, je ne suis pas en dessous. Et donc, il faut qu'on en tienne compte. Tout ce qui est question de sens et d'éthique dans le fonctionnement, les nouvelles générations, elles sont extrêmement soucieuses, en tout cas une grande partie. Et là où nous, on disait, ouais, je te demande pourquoi tu veux que je fasse ça, et même si je trouve que c'est pas logique, je le faisais quand même. Bon, la nouvelle génération, elle dit, dis-moi pourquoi tu veux que je fasse ça, et si elle trouve pas ça logique, elle le fait pas. Et nous, on se dit, mais c'est intéressant. Enfin, si, faut peut-être faire comme eux, faut pas faire quand on trouve que c'est pas pertinent. Donc, il y a ces comportements derrière le sens. Il y a aussi le fait que les entreprises, elles deviennent même citoyennes dans leur façon d'être perçues par les collectifs, y compris nos collaborateurs. Donc, quelque part, l'entreprise, elle doit s'engager pour mobiliser. Donc, la question du sens revient. Mais quand elle s'engage aussi parfois pour des causes qui sont de l'ordre de l'humain. C'est-à-dire que si on fait des choses qui abîment la capacité des humains à vivre ensemble dans le futur, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans l'entreprise, ce que je voulais déjà mettre comme concept, c'est qu'on a un contrat de subordination entre les collaborateurs et nous. C'est un contrat qui finalement règle le lien de subordination entre le collaborateur et l'entreprise et qui va, comment dirais-je, limiter la liberté, hein. C'est une privation même de liberté telle que juridiquement c'est construit. Mais évidemment, entre la loi et l'esprit de la loi, il y a ceux qui l'appliquent strictement en disant tu feras ce que je te demande, point barre. Et puis il y a ceux qui vont avoir l'adresse de dire on est des humains et c'est vraiment le discours que vous avez tous tenu. Donc finalement, on est un collectif. Le contrat ne fait que régler des aspects de l'ordre de la rétribution, mais de la contribution au collectif. Mais on va plutôt essayer de vivre un collectif plutôt que s'asseoir ou s'appuyer uniquement sur une régulation juridique de la manière de fonctionner collectivement. Nous, en tout cas, par rapport à cet aspect-là, on est très, très en phase avec les débats que vous avez abordés et avec la même, je dirais avec humilité, hein, on avance doucement mais sûrement vers comment rendre plus humaine cette entreprise. Comment on fait pour que dans ces compétences de nos communautés managériales, on arrive à incarner cet humain qui fait que les autres vont vouloir se mobiliser avec nous autour d'un projet. Donc, quand on a réglé, quand on a déjà cet état d'esprit, ça nous permet de commencer à travailler, comme vous l'avez abordé, le sujet de la culture de la boîte. Alors, nous, on a eu la chance, il y a une dizaine d'années, en tout cas, de construire une raison d'être qui est propre au groupe Crédit Agricole. Et la raison d'être, c'est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Cette raison d'être, elle est extrêmement mobilisatrice. En tout cas, moi, je la trouve très inspirante, mais en même temps, du coup, elle est hyper responsabilisante. Et donc, ce n'est pas facile d'y arriver. Donc, il y a des contradictions qui parfois opèrent, là où finalement, on se dit, pourtant, on sait quel est le chemin à tenir. Mais on a quand même une raison d'être qui est guidante. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure dans vos travaux sur les valeurs, on s'est appuyé sur nos valeurs. Nous, on a des valeurs au Crédit Agricole qui existent finalement depuis presque 100 ans qu'on existe. C'est responsabilité, solidarité, proximité. Et vraiment, on essaie de les incarner au mieux. Et finalement, cette raison d'être, c'est un peu de la résonance par rapport à ces valeurs. Alors, spécifiquement au Crédit Agricole Île-de-France, parce qu'on n'est qu'une caisse régionale parmi un grand groupe avec 39 caisses régionales et des filiales,
on a décidé, en début de cette année, de faire un diagnostic culturel. C'est Peter Drucker qui disait la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Ce qui rejoint complètement ce que vous disiez, c'est-à-dire que si on ne bosse pas sur la culture, en tout cas qu'on ne voit pas en quoi elle consiste et vers quoi on veut l'emmener, il y a quand même des chances qu'on essaye d'être un grand stratège et que finalement, on n'arrive pas à la vitesse à laquelle on veut à délivrer cette stratégie. Donc, on a fait un diagnostic culturel pour mieux comprendre qui on était, avec ce qui est de l'ordre du conscient, ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Et on a fait un deuxième travail qui rejoint ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'on a fait on a regardé quelle pouvait être notre culture cible. Et en fait, on l'a décliné autour de 5 axes. Une forme d'obsession autour du client assez naturellement. On a le sens du collectif, qui est une des caractéristiques de la coopérative qui est le Crédit Agricole, et la coopérative, je dirais, mutualiste. On a quelque chose qui est autour de la vision long terme. Donc ça aussi, c'est la capacité à investir aujourd'hui, à avoir des fruits beaucoup plus tard, pas être dans des visions trop court-termistes. On a le sujet de comment être toujours devant avec une certaine forme de simplicité, donc quelque part de frugalité, mais frugalité vertueuse. Et puis, le dernier axe, c'est la considération de chacun. Voilà. Donc, dans nos 5 axes de culture cible, on inspire les gens on essaye de faire en sorte que à la fois les personnes se reconnaissent dans ces perspectives, mais aussi que tous les projets transpirent en fait ces 5 axes. Donc, ça peut être une forme, je dirais, d'appui à la mobilisation du collectif. Maintenant, quand on a fait ce travail-là, eh bien, il faut bosser aussi directement sur les comportements. Et pour ce faire, on a travaillé à la fois avec la communauté des managers et à la fois, on a essayé de toucher également tous nos collaborateurs. Ce qui est difficile parce que tout de suite, on a du nombre. Et puis, tout de suite, tout ce qui concerne les compétences soft, c'est onéreux. Alors, premier sujet, le management. En fait, on a réfléchi et on a itéré plein de dispositifs d'accompagnement des managers dans le temps. Et le dernier dispositif, je vous en parle, il s'appelle Leadership bienveillant et exigeant. Et je vous en parle en vous donnant l'acronyme LBE. Pourquoi? Parce que le truc qui nous manquait quand on a créé ça, c'était le B de bienveillant. En fait, on était super exigeants et ça marchait d'enfer. Et puis, on boostait. Ouais. Hein, il n'y a pas de débat. Et en fait, quand on a fait un peu l'état des lieux en 2018, on s'est dit, mais c'est quoi le sujet là, pour avancer managérialement? Eh ben, c'est le mot qui a émergé de toutes les équipes qui ont bossé en co-construction, c'était il nous faut de la bienveillance. Donc, je trouve que c'est hyper. Je trouve que ça va bien dans le sens de ce que vous dites. C'est à un moment donné, l'humain, il est central, quoi. C'est-à-dire que l'exigence et faire en sorte que chaque individu est un rouage d'une grande mécanique qu'est l'entreprise, ça marche un temps, mais ça fatigue. Et donc, si vous ne mettez pas quelque part quelque chose de l'ordre de la bienveillance, il y a des chances que finalement, on n'arrive pas à tirer la substantifique moelle de l'envie des gens en fait d'aller plus loin. Le parcours LBE qu'on a fabriqué, c'est des postures managériales qu'on a essayé de mettre en œuvre. Évidemment, elles étaient très tournées autour du client. Elles rejoignent ce que vous avez dit. On a mis du feedback entre les mains de nos managers. On a mis du codev entre les mains de nos managers. On a mis faire silence. On a mis plein d'aspects. Donc, je ne vais pas loin, mais juste pour vous dire que dans la formation de nos managers, il faut être très costaud en soft skills pour justement les aider à conscientiser et passer des caps. Et ensuite, il faut vraiment leur donner des méthodologies extrêmement concrètes à appliquer. Parce que ce n'est pas le tout la théorie, mais à un moment donné, il faut passer aussi à la pratique. Et c'est cette pratique qui aide les individus ensuite à matérialiser ce en quoi ça consiste, être plus humain, quoi. Ce qu'on a aussi fait, c'est, et ça rejoint encore un propos que vous avez eu, on a essayé de bosser sur le développement personnel. Quelqu'un me disait tout à l'heure, si on ne se connaît pas, en fait, on va avoir du mal à avancer. On va avoir du mal à aider les autres. Bon, nous, on est un peu convergent avec vous, c'est lead-toi toi-même avant de leader les autres. Donc, on a fait pas mal de coaching individuel. Et on est en train d'aborder là une réflexion pour augmenter en fait cet accompagnement par des coachs, à la fois auprès des managers, mais également auprès des collaborateurs, pour passer des caps,
pour les aider tous à accéder à du développement personnel et donc à des questions de coach qui amènent à des silences, ce qui est en général l'endroit où la réflexion n'a pas encore eu lieu. Donc, on est vraiment convaincu comme vous que ce coaching individuel, il est hyper puissant pour aider les individus à développer des compétences comportementales. Je terminerai par un point qui est autour du management. Comment dirais-je, on a un outil qu'on a trouvé extrêmement intéressant qui est le MBTI. Bon, voilà, le MBTI, vous connaissez, c'est un profil de personnalité on regarde sous 4 axes un individu, comment il s'informe, comment il s'énergise, comment il s'organise et comment il interagit avec les autres. On a fait faire des MBTI à des managers et des MBTI à leurs collaborateurs. Et on a un outil qui permet d'avoir les rapports d'interaction entre eux. Alors, MBTI, ce n'est pas que des comportements. Enfin, c'est quand même pas mal du soft quoi, dans la façon de regarder un individu. Et évidemment, ce n'est pas exhaustif. Mais ce qui était intéressant dans les rapports d'interaction entre profils, c'est que ça a fait comprendre aux gens l'importance de quand je me retrouve face à l'autre, qu'est-ce qui va faire que dans certains cas, je vais trouver que ça fonctionne super bien entre nous et dans d'autres cas, ça fonctionne peut-être un peu moins bien. Et on va mettre en exergue la complémentarité liée à la différence et non pas l'opposition liée à la différence. Et ça, dans l'entreprise, ça redonne des capacités à interagir. Ça redonne de la capacité à bosser ensemble, quoi. Voilà, donc on a travaillé avec un outil, je pourrais vous redonner des éléments, mais tous ceux qui l'ont fait ont trouvé ça extrêmement puissant. Et ça rejoint, je trouve, assez concrètement ce en quoi pourraient consister des soft skills et la manière dont on peut les utiliser, la manière dont on peut les manipuler, les mettre en main, les triturer pour que chaque individu prenne conscience de ce que c'est et en prenne conscience de façon très concrète dans l'interaction qu'il a avec d'autres. Voilà, donc je clôt là mon intervention sur laquelle j'ai essayé à la fois de vous dire c'est quoi nos convictions sur pourquoi l'humain est touché par tout ce qui se passe dans cet environnement qui bouge et comment nous, en tout cas du point de vue managérial, on a essayé d'appréhender l'accompagnement comportemental de nos managers. Je vais laisser la main à Hicham qui, lui, va vous donner des compléments de notre approche de cette partie comportementale, mais en allant assez loin aussi sur les collaborateurs. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Bonjour à toutes et à tous et merci. Donc aujourd'hui, comme on se l'est dit depuis tout à l'heure, la digitalisation, l'automatisation des tâches, l'intelligence artificielle, ça nous met face à un nouveau défi. Finalement, c'est faire la différence par l'humain. On est une entreprise de service, au service de l'humain. Et déjà, l'un des premiers constats qu'on peut faire, c'est qu'on ne sait même pas comment fonctionne des fois l'humain. Donc, on est dans un environnement ultra concurrentiel. Tout bouge très vite, ce qui génère beaucoup d'incertitudes. Et on a un accès quasi illimité et instantané à l'information. Donc, dans ce nouveau contexte, finalement, on pourrait se dire, mais c'est quoi l'une des soft skills? Tout à l'heure, il était question d'en citer. Moi, je pense que l'une des convictions qu'on partage avec Frédéric, c'est que l'une des soft skills, c'est le discernement. Quand on regarde un petit peu la définition du discernement, on dit c'est la faculté d'apprécier sereinement les choses, avoir de l'esprit critique. Mais finalement, ce qui est peut-être plus intéressant dans la définition, c'est contraire au discernement. Les contraires du discernement, il est dit que c'est l'aveuglement et la confusion. Donc en fait, un collaborateur qui ferait preuve de discernement, c'est un collaborateur qui est pleinement acteur de ses prises de décision dans le cadre des délégations qui lui sont confiées. S'il sort de ces délégations, déjà, c'est une preuve de non-discernement, j'ai envie de dire. Et donc maintenant, qu'est-ce qui permet, on va dire, à l'humain de discerner? C'est la raison. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, d'accord, et qu'est-ce qui peut perturber finalement cette raison? Qu'est-ce qui peut entraver au discernement? Il y a plein de facteurs, mais on a deux qui sont quand même intéressants. Ça va être le manque de formation, de connaissances, selon moi, techniques. Ça veut dire finalement, si je ne suis pas quand même un peu expert dans mon métier, malgré toutes les soft skills, je peux être mis en difficulté. Et la deuxième, je dirais que finalement, c'est les émotions, pas en tant que telles, c'est la mauvaise compréhension des émotions et la mauvaise, du coup, gestion de ces émotions qui peuvent entraver la raison. Et ce qui est intéressant avec la raison, c'est que ça me permet, vous savez, de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce que j'ai le droit de faire et pas faire dans mon contexte actuel.
Et surtout, ça me projette à long terme, en fait. C'est pas instantané. Quelque chose, moi, je peux mesurer la conséquence de mes actes, etc., parce que j'ai la raison. Et donc, avec la raison, je peux dire, ça, comme le disait Frédéric par rapport à l'urgence climatique, etc., finalement, mon action, elle a un effet et je peux le mesurer. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, c'est finalement, on a basé, nous, pour les collaborateurs, beaucoup de formations sur les soft skills autour de l'intelligence émotionnelle. Donc, on s'est dit, finalement, voilà, on s'est beaucoup basé. Alors, il faut aussi, je pense, si je peux me permettre, se baser sur des éléments qui sont scientifiques, notamment dans notre contexte européen. Donc, il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme, pardonnez-moi de le dire, mais au niveau des émotions. Par contre, ce qui est intéressant, par exemple, c'est prendre des personnes telles que Daniel Goleman, qui fait guise de référence scientifique, Paul Ekman, Daniel Kahneman, toutes ces personnes-là font guise de référence, donc on peut travailler avec, du coup, ce qu'ils nous donnent comme données au niveau, voilà, selon leur expertise. Et donc, nous, on s'est dit, finalement, on va mettre l'intelligence émotionnelle au centre. Et donc, par exemple, dans le feedback, on s'est basé sur la méthode de la CNV, parce que finalement, on se dit que les émotions, il n'y a rien de plus universel, de plus humain, et ça traverse le temps. Ça veut dire que moi, en termes d'émotions, autour de la table, là, normalement, on ressent tous la même chose, pas avec un stimuli différent, mais ça veut dire la colère, finalement, on l'a tous ressenti. C'est la façon de la manifester, la manière, en fait, dont je la manifeste qui peut diverger. Mais finalement, il n'y a rien qui nous rassemble plus. Donc, c'est pour ça que moi, ce qui me gêne un petit peu des fois dans les soft skills, c'est bien sûr qu'il faut s'adapter, etc. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait prendre le pari de repartir vraiment dans l'humain? Et l'humain, il s'adapte à son contexte, mais ses mécanismes ne changent pas nécessairement. Donc, pour développer cette intelligence émotionnelle, je dirais qu'il y a 3 prérequis. C'est ça va être la mise à disposition d'outils innovants. Typiquement, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, ça offre de très belles perspectives. Pourquoi? Parce qu'on dit que les compétences comportementales, elles sont en partie innées, mais on peut les acquérir grâce à l'expérience. Et ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, par exemple, c'est qu'on crée des scénarios dans lesquels la personne va se voir dans le casque, elle va se voir en agence, par exemple, dans nos agences à nous. Donc, elle va avoir du mal un peu à discerner ce qui est vrai ou pas vrai, mais c'est encore plus puissant parce qu'elle se voit à la première et à la troisième personne. Ça veut dire qu'elle va pouvoir être son propre coach. À la fin, pouvoir analyser ses prises de décision. Et donc, on se dit que si on répète l'expérience, potentiellement, on pourra peut-être accélérer l'expérience et donc développer ces fameuses soft skills. Typiquement, pour vous donner un exemple, c'est plus facile à appréhender. On prend la colère, on va voir un client en colère, on va se poser la question, mais déjà, est-ce que sa colère est légitime? Pourquoi il est en colère? À quoi sert la colère? Et finalement, quand on est en colère, généralement, c'est qu'on n'a pas respecté une de nos valeurs, qui est propre. Et donc, quand je vais pouvoir analyser ça sur moi-même, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir me dire, mais l'autre est comme moi, en fait. Donc, je l'accueille, tant qu'il n'est pas dans l'incivilité. Donc, un client qui va venir, s'il a de la colère légitime, je ne parle pas de quelqu'un d'incivil, et bien, ce qui est intéressant, c'est de quelle manière, finalement, je vais traiter son insatisfaction. S'il a peur, comment je le rassure? S'il a de la joie, parce que nous, c'est notre cœur de métier, j'ai envie de dire, comment je réalise ces projets? Et finalement, le client, il nous juge plus sur l'expérience qu'il a vécue avec nous. Donc, la trace, finalement, cognitive, ça va être l'émotion, que sur le produit, parce que nous, dans notre corps de métier, on propose souvent un petit peu les mêmes produits, si je peux le dire comme ça. Donc ça, c'était le premier élément pour faire très vite. Le deuxième, je dirais que c'est pas mal aussi au niveau de la formation que ce soit fait par des experts internes qui connaissent le terrain. Parce que dans les soft skills, on peut vite paraître aérien. Si jamais je ne connais pas le vécu de la personne. Il faut quand même que j'ai un petit peu de matière, je sache vraiment ce qu'il vit pour lui parler et pour adapter. Je ne peux pas parler, par exemple, la soft skills est la même, mais elle va s'exprimer différemment, selon moi, si on est face au client ou si on est en fonction support. Ce n'est pas nécessairement, bien sûr, comme on a dit, c'est humain, donc c'est pareil, mais la façon de se manifester ne sera pas tout à fait la même, et l'enjeu non plus. Et je dirais, la troisième partie, c'est pas hésiter à co-construire avec des experts externes des formations. Typiquement des psychologues, aujourd'hui, on pourrait dire des psychologues, des neuroscientifiques, des sociologues. Des synergologues. Des synergologues, merci. Exactement, pour rendre encore plus percutant et être en fait le plus update possible, si je peux le dire comme ça. Voilà très rapidement. Pour vous dire, par exemple, tous les nouveaux arrivants, on va les former à l'incivilité. Par exemple, s'ils vivent une incivilité, comment on la gère?
comment on accueille. Pour tous les collaborateurs, parce que quelque chose que je trouve très intéressant au Crédit Agricole Île-de-France, c'est qu'on a pris le parti pris de se dire les soft skills, c'est l'affaire de tous. C'est pas que l'affaire des managers. Donc, par exemple, tous les collaborateurs peuvent avoir accès aux formations sur l'intelligence émotionnelle, sur l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle, on va travailler là sur le discernement, sur la culture client. Voilà, autant de choses qui finalement, l'humain, si je devais conclure, ça serait un peu se dire, c'est l'affaire de tous. Merci Cham, bravo. Merci, Cham et Frédéric. Je trouve, avant de relaisser la parole à la table, je trouve effectivement l'approche par les outils très intéressante et qui complète bien tout ce qu'on a dit avant. Et je trouve que ça apporte un plus effectivement dans le développement des soft skills dans une structure. Merci à vous deux pour votre intervention. Ouais. Corinne, il y a le sujet des sciences cognitives, on ne l'a pas forcément dit, mais c'est quelque chose qui, parce que ça s'est beaucoup développé récemment, ça nous aide aussi énormément sur le sujet. Par exemple, il y a le facteur de ce qu'on appelle l'habituation hédonique. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains, mais aujourd'hui, si vous essayez de mettre en place pour traiter l'humain, je sais pas, une meilleure, de la QVT, un Chief Happiness Officer, des choses de l'ordre de la rémunération ou des formes en tout cas d'amélioration de ce qu'on pourrait considérer comme étant le confort de l'individu. En fait, on va se retrouver avec de toute façon des petites gouttes de dopamine qui vont être versées dans le cerveau de l'individu, mais le système est fait pour que si vous n'avez pas plus demain, vous n'aurez pas autant d'hormones du plaisir demain. Donc, en fait, il faudra toujours plus. Et donc, cette habituation dans le temps fait que c'est pas ça qui est la clé, en fait, de notre débat. Par contre, il y a une seule chose pour laquelle le cerveau va vous récompenser systématiquement avec la même dose de dopamine, c'est le don à l'autre. Et c'est pour ça qu'un chercheur qui s'appelle Pierre-Marie Liédot a dit « Il ne sert à rien de manager, il suffit d'aimer les gens ». Et moi, je trouve que c'est la clé finalement des soft skills et du management. Voilà, vous serez récompensé systématiquement quand vous faites des actions qui ont une tendance à être une forme de don à l'autre. Oui, je suis d'accord. On passe juste peut-être, Corinne, la parole à Yann. Parce que Yann avait une question tout à l'heure. Oui, Yann, il patiente depuis longtemps, le pauvre. Merci. J'en profite pour remercier à chaque participant pour la qualité des échanges, la quantité de bonnes pratiques qui sont présentées. Je partage avec vous mon expérience avec les demandeurs d'emploi qui sont non managers, je précise, à La Réunion, comme une de mes activités est la formation pour adultes. Je travaille régulièrement avec des personnes qui sont en recherche d'emploi, souvent en alternance. Et ce que je constate, en fait, c'est que la majorité d'entre eux considèrent les soft skills comme une simple case à cocher sur leur CV, notamment les deux fameuses cases autonomie et sens relationnel qu'on a évoquées tout à l'heure. Les 20-35 ans que je rencontre ne réalisent absolument pas l'impact significatif que les soft skills peuvent avoir sur leur carrière. Mais alors vraiment pas du tout. Et pourtant, c'est souvent une très belle découverte pour eux quand on les accompagne sur ce sujet. Les soft skills comme la communication, la gestion du temps, l'empathie sont vraiment relégués au second plan dans ce que je rencontre, considérés comme bien moins importants que les compétences techniques. Alors que nous savons tous que ces compétences sont devenues indispensables et qu'elles sont quelquefois prioritaires même pour les recruteurs par rapport aux compétences techniques. Donc, il ne s'agit pas seulement de décrocher un emploi, mais de pouvoir réussir dans celui-ci, de progresser. Et on sait évidemment que les soft skills permettent de s'adapter à de nouvelles situations, de résoudre des problèmes et de travailler efficacement en équipe. C'est pourquoi moi, je préconise de développer encore plus la formation des soft skills et à tous les niveaux, pas seulement pour les cadres et pour les managers. Certains savoir-être sont peut-être innés, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais chaque personne en possède plusieurs et mieux les maîtriser et être capable de les mettre en valeur peut vraiment leur permettre d'atteindre un plein épanouissement professionnel. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Alors, moi, je voulais rebondir sur 2-3 petites choses qui ont été dites. Alors, bravo en tout cas de parler de l'apprentissage parce que je pense que c'est
une des clés en fait importantes pour l'emploi des jeunes notamment, mais pas que. C'est aussi, moi j'ai une façon un peu différente de former et notamment je crois beaucoup dans le faire pour apprendre et donc je forme à 4 mains. Et notamment, c'est pendant ces séances de formation où je vais pouvoir faire monter aussi en compétences sur tout un tas de domaines, et notamment des compétences douces. Et moi, je recrute pour des employeurs souvent indépendants, enfin des particuliers qui embauchent une femme de ménage. Et la réussite du recrutement va être basée essentiellement sur la confiance. Mon client va être satisfait s'il a confiance en fait dans la personne que j'ai recrutée pour lui. Même si j'ai fait une très bonne formation, en fait, il va en fait asseoir lui ses émotions sur tout un tas de compétences qu'on aura pu décrire et sur lesquelles on est d'accord au moment du recrutement, mais qui en fait dans les faits ne sont pas toujours se trouvent pas toujours. Et en fait, moi, je trouve que j'interviens souvent en médiation pour essayer quand même que la confiance revienne. Et souvent, en fait, je m'aperçois que dans mon cas, c'est la personne qui embauche, c'est celle aussi qui manage un petit peu, hein, sa femme de ménage chez elle. Et en fait, elle a besoin aussi d'un accompagnement. Elle a aussi besoin, elle, de savoir pourquoi à un moment donné, la personne qui est en face, donc la personne qui a été embauchée, pourquoi elle a perdu sa confiance et sur quoi elle peut aussi travailler pour que chacun monte en compétence, en fait. Et dans la relation, on parlait de relations humaines, voilà, tout est là. C'est pas que dans la posture du candidat que le soft skill est vécu, il est aussi vécu en face. Et il faut savoir qu'on a parlé de valeurs qu'on avait à la naissance ou avec notre éducation, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être vraiment prises en conscience chez un candidat ou chez un salarié ou chez quelqu'un qui est en formation et qui peut être travaillé pour justement monter en compétence dans ces compétences. Voilà, alors c'est ma petite vision, mais en tout cas, voilà, je tenais à le dire. Excusez-moi, c'est peut-être un peu des formations professionnelles, mais du coup, je me pose la question du comment former et comment évaluer en sortant un peu de la subjectivité, tout ce qui est soft skill, parce que du coup, c'est un peu pour moi l'enjeu du est-ce que l'autonomie de cette personne sera aussi bien jugée par moi que par quelqu'un d'autre, et est-ce que cette autonomie me va ou ira à quelqu'un d'autre, et du coup, est-ce que vous auriez des clés, des astuces pour évaluer ça? Juste un exemple peut-être au Cadif, on a un outil qui s'appelle GoShaba, c'est une start-up qui fait de la gamisation. En fait, ils font des jeux, des mises en situation qui nous permettent d'analyser certaines soft skills des collaborateurs qu'on recrute. Et ça marche plutôt bien. Donc, les sujets, c'est pugnacité, sens du collectif, dynamisme. Enfin, on a différentes soft skills qu'on analyse. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on le fait. Et quand on fait le track record, c'est-à-dire que quand on regarde qui finalement on a retenu et qui est resté dans l'entreprise, ce sont ceux qui ont les meilleurs résultats au test GoShaba. Donc, ça veut dire que c'est un bon test pour savoir si ces personnes-là vont être en adéquation sans doute avec nos valeurs et avec nos attentes en termes de soft skills. Donc, GoShaba, c'est G-O-S-H-A-B-A. Ok, merci. Après, si je peux rebondir, peut-être, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'ère de la gamification, mais après, dans tous les cas, je pense que les soft skills, il y a pas de. C'est vrai qu'on n'a pas en fait aujourd'hui en fait une méthodologie typiquement officialisée pour l'évaluer. Je pense que soit on a accès effectivement à ce type de passerelle, ou sinon, si on est une plus petite structure, on essaie de mettre en place en fait des assessments en fait, hein, tout simplement. Et les assessments, on va les orienter non pas sur la compétence technique, mais sur la compétence de savoir-être. Enfin, après, ça peut être un bon début pour une petite structure qui n'a pas forcément les moyens. En fait, c'est ce que je veux dire. Je pense que la gamification, c'est vraiment l'évolution en fait
l'assessment, en fait. C'est la modernisation, en fait, de l'assessment dans un environnement plus ludique, plus dynamique, plus accessible, plus sympa, où on est dans le lâcher-prise, en fait. Ouais, ou après, ça peut être aussi un travail du coup, c'est déterminer, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, on détermine les valeurs qui nous semblent importantes vis-à-vis de peut-être l'équipe par rapport à laquelle on va recruter, ou le manager avec lequel la personne va être amenée à travailler, et par rapport du coup plus globalement à l'environnement de l'entreprise. Une fois que les valeurs sont déterminées, c'est derrière, et je rejoins, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la valeur. Derrière les mots, en fait, chaque entreprise est différente, chaque manager, en fait, derrière chaque mot, on va chacun définir le mot à sa manière. Et donc, du coup, c'est de bien le définir. Et derrière ça, une fois qu'on les a posés, bah là, on sort de l'entretien classique où on va questionner le candidat sur ses compétences techniques. Ça, on met ça de côté. Et on peut tout à fait avoir un deuxième entretien où là, on est davantage dans maintenant, on va parler de vous et de votre manière de faire, de travailler, de collaborer, de vouloir évoluer. Et à travers, du coup, ces valeurs qu'on s'est fixées, questionner le candidat sur, par rapport à votre expérience passée. Ça peut être pro, ça peut être perso. On peut aller dans les deux, du moment qu'il est OK pour aller sur un peu de perso, sans que ça soit discriminant. On va le questionner sur les expériences et qu'il nous donne des cas concrets de situation. Et alors, du coup, là, il faut savoir questionner la personne. Donc là, c'est savoir recruter, mais c'est aller creuser jusqu'à ce qu'on ait obtenu les réponses qu'on attendait sur la valeur. Comment, du coup, le candidat, lui, il perçoit cette valeur par rapport à, pour moi, son expérience passée. En tout cas, si je devais faire les choses simplement dans un contexte face à face, en one-to-one, je le ferais comme ça. On a un petit outil aussi, nous, qui s'appelle les cartes des appétences, qu'on avait récupérées, notamment qui avaient été présentées par le Club Innovant pour l'emploi, là, où on a fait du recrutement sans CV. Et en fait, on demande aux candidats de se définir par rapport à ces cartes. Et on le fait aussi en onboarding. Au moment du onboarding, c'est vraiment un moment où on va apprendre à se connaître. Donc, on le fait collectivement. Et on demande à chaque candidat, chaque nouvel embauché, de piocher 4 cartes qui vont le définir. Et ça permet aux candidats aussi de mieux se connaître, et en tout cas de mettre des mots sur des émotions ou sur des compétences qu'il aurait et dont il n'est pas forcément conscient. Et nous, en tant que manager, ça nous permet de mieux comprendre les mécanismes du candidat. Et c'est des petites cartes qui sont super. Alors, je ne sais plus qui c'est qui les a fabriquées. Je pense que c'est important aussi la posture du recruteur. Si on est dans une relation de recrutement qui est, entre guillemets, dans l'agressivité, je pense que nous tous, autour de la table, via le stress, on peut perdre un peu nos moyens. Et je pense pour tirer le maximum d'informations, c'est d'avoir le candidat qui soit à l'aise, qui se sent déjà peut-être bien, qui soit bien installé. Il y a tout ce cadre aussi de mettre en place un cadre où est-ce que le candidat se sent bien, il a envie, c'est chaleureux, il a envie d'échanger, il a envie de montrer ce qu'il sait, il a envie de montrer ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Si on le stresse et il faut le chahuter un petit peu de temps en temps, mais si on le stresse trop, il va peut-être se renfermer et là, on n'aura pas une vision d'un potentiel, du potentiel qu'il a. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire du côté employeur pour mettre les bonnes conditions. On parlait de cartes, c'est des choses qui sont ludiques, les gens ont envie de tester, sont curieux, et ça permet de voir. Après, c'est une question de feeling, je pense, et je rejoins ce que disait Madame tout à l'heure, il y a des compétences des soft skills qui vont s'apprendre avec le temps. On peut aujourd'hui avoir des personnes qui sont aussi sur la réserve, mais avec le temps, le partage des valeurs, la discussion, l'échange, je pense que c'est important au fil du temps, avoir des personnes qui accrochent à la vision, de faire comprendre les orientations, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, quelle image on veut véhiculer. C'est vrai que c'est important au début, mais ça se construit tout le long. Je pense que j'entendais je ne suis pas sûr qu'on on fait des concessions, mais on va essayer d'adapter le curseur en fonction du profil, des profils qu'on peut avoir en face. On n'aura pas effectivement toutes les cases qui sont cochées. Donc, il faut savoir sur quel point je peux faire un peu de concession. Est-ce que là-dessus, je peux développer après? En fait, on joue tous le jeu du soft skill, finalement. On s'adapte. Oui. Après, je pense que l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs façons en fait, de l'aborder en situation de recrutement, en management, en pilotage RH. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs façons. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est peut-être d'accord sur le fait de se dire plus on le fait de manière ludique et un peu innovant,
un peu plus chaleureux et mieux ça se passe. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'assessment parce que je pense que c'est le dinosaure en fait de tous ces jeux gamifiés en fait qu'on crée à l'heure d'aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'est de sortir en fait le collaborateur de son état de stress. Avant, quand on faisait vraiment en fait la mise en situation, c'était stressant parce qu'on sait qu'on est dans cette situation-là. Alors que quand on l'aborde en fait sous forme de jeu ou de cartes, ou même dans le cadre d'une discussion professionnelle, chaleureuse, etc., on est plus détendu, on se déconnecte et puis on a un inconscient qui laisse parler. Et puis du coup, c'est là où on va capter justement en fait ces soft skills innés pour reprendre en fait ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, aujourd'hui, dans le recrutement comme dans le management, on n'est plus dans une posture où le recruteur est sur je suis complètement voilà, une position haute, merci, c'est le mot que je cherchais, et le candidat qui est recruté en position de faiblesse. On doit être dans une nouvelle égal à égal, gagnant-gagnant, et dans le management, c'est pareil après au quotidien dans l'entreprise. L'objectif étant que tout le monde avance en même temps vers des objectifs communs, et c'est là en effet où la difficulté, ça va être très subtil parfois, de se retrouver sur ces mêmes valeurs, sur ces objectifs communs, sur la définition et le travail ensemble. Et ça doit faire grandir tout le monde en même temps, en fait. C'est là où c'est compliqué. Et c'est vrai qu'en tant que structure qui intervient sur le recrutement, je regarde un petit peu tout le monde, en fait, l'a compris un peu à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fonctionne. Je vois un petit peu ce que tout le monde fait aujourd'hui, c'est un peu le cas. Par contre, pour les entreprises que j'accompagne, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, c'est vrai que c'est aussi, en fait, maintenant, il faut peut-être transmettre et communiquer de plus en plus, en fait, aux entreprises d'avoir cette posture-là. Et si on n'a pas forcément les moyens d'aller vers ces jeux gamifiés ou de mettre en place, en fait, tous ces outils, en fait, qu'on peut avoir facilement accessibles, je pense que déjà, le départ, c'est d'installer justement, ce que disait monsieur, en fait, tout à l'heure, ces conversations professionnelles ou ce qu'elle disait tout à l'heure, d'aller chercher, en fait, des soft skills en fait en fonction des situations vécues ou dans situations potentielles, on se projette dans une situation si vous venez dans mon entreprise, etc. Donc je pense que c'est comme ça, déjà c'est un début de quelque chose. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi en fait à véhiculer quand même à ce niveau-là au sein des entreprises dans tous les cas. Et on est peut-être passé dans un rapport de force inversé, pas égal. On est passé de la sélection à la séduction. Des entreprises sont même étonnées de dire, mais en fait, il faut que je le séduise. Et du coup, plusieurs choses pour revenir sur... on parle des jeunes, etc. Mais ça vaut peut-être le coup de mettre aussi le sujet sur la table, parce que parfois, on n'en a même pas parlé, et la personne peut ne pas se sentir autorisée. Mais en fait, je peux prendre des initiatives, mais je ne savais pas. Ah, mais on m'autorise à me tromper, à prendre des risques. Ah, donc déjà, est-ce qu'on a été clair sur, tu parlais de contrat. Pour moi, c'est du contrat social. Est-ce qu'on est clair? Ça, c'est un aspect. Et puis, oui, les entreprises, il faut qu'elles en prennent conscience, les managers aussi, et il y a des managers assassins. On a des prestats de RH externalisés. Hier, la RH me disait, un collaborateur dont on m'a dit qu'il ne fallait absolument pas qu'il parte, celui-là, demande des congés, le retour de son manager, c'est un mail où c'est marqué « refusé ». C'est pour ça que je parle de manager assassin. C'est-à-dire, on dit, cette personne-là, il ne faut absolument pas qu'elle parte. Et on est capable d'avoir des comportements comme cela. Donc, on demande beaucoup de choses aux candidats, on demande beaucoup de choses aux salariés. On a parlé des managers, mais là, c'est juste énorme le chemin qu'il y a, dans certains cas, à faire. Et puis là, c'est le bavardage avec son ego. Parce que le moi égotique est tellement impressionnant que ça devient difficile. Et bon courage, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et... Oui. Alors, juste pour compléter, on oublie parfois de dire aux collaborateurs, tu as le droit d'eux, mais on oublie peut-être de dire parfois aux managers, parce que peut-être que certains sont encore dans des référentiels anciens où le manager peut être dur. Moi, je me souviens de managers qui disaient, mais tu sois dur. OK, on parlait juste de, chez Crédit Agricole, bienveillant, de rajouter le B. Mais au secours. Donc, peut-être que, tout simplement, à certains managers, on ne leur a pas dit, mais ouais, tu peux être exigeant, mais tu peux être aussi bienveillant. Et peut-être que lui pensait, dans sa construction mentale, refuser. Ouais, c'était un bon manager parce qu'il avait été dur. Moi, je dirais qu'il savait trancher, parce qu'il s'est tranché.
Je dirais aussi qu'il faut revisiter leur feuille de route et l'exprimer clairement. C'est ça. Moi, mes managers, je leur dis clairement, c'est noir sur blanc, votre rôle, c'est de faire grandir et de favoriser l'épanouissement. C'est écrit. Quels sont les attendus? C'est écrit. Ah ben C'est voilà. pas la performance, etc. Donc, il faut aussi revisiter la feuille de route ou la fiche de poste, je sais pas comment on l'appelle. Je rajouterais aussi, bon, je ne prêche pas forcément ma paroisse parce que je ne suis pas formatrice, mais tout à l'heure, on parlait de faire incarner en fait, au quotidien en fait, ces choses-là. Mais les managers, effectivement, qui ont ces difficultés-là, bien évidemment, on va les accompagner, on va les former. Mais je pense que c'est important aussi de se dire que ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est ancré, que c'est arrêté. En fait, il y a une culture, il y a quand même en fait, une réflexion à avoir autour de ça où il va falloir le cultiver, il faut l'installer carrément en fait, dans la stratégie en fait, de l'entreprise. Et ça vaut pour les collaborateurs aussi, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une ère nouvelle, en fait, de pilotage, en fait, RH qui est en train de se mettre en place. Et je pense qu'il faut tendre de plus en plus à ça. Moi, je dirais qu'en fait, on n'est pas un manager, parce que moi, je le vis aujourd'hui, j'ai une petite équipe maintenant, et je pense que je suis 7 managers, plus mon propre manager à moi toute seule. Ouais, ma journée de travail, je la commence réellement à 16h, 16h30, quand tout doucement, ça commence à quitter les bureaux, qu'on me sollicite plus à droite à gauche sur des sujets, en fait, alors de travail, mais des sujets individuels. Et en fait, pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui fait preuve d'abnégation. C'est-à-dire qu'on s'oublie pour penser au bien-être des autres. Et c'est un boulot monstrueux. Et moi, je considère que mon job, je le commence vraiment à 17h le soir quand j'ai la paix, quoi. Que du coup, ils sont tous rentrés chez eux. Et que du coup, je peux vraiment me concentrer sur mon job et ma stratégie commerciale. Et ouais, pour moi, c'est hyper compliqué aujourd'hui de gérer et les soft skills et le management parce que oui, en plus, il y a des générations qui se percutent dans les services. Et c'est super. C'est le don de l'autre. C'est le don de l'autre. Comme disait Frédéric, c'est le don de l'autre. Je vois l'heure tourner. Je crois qu'il va être temps de clôturer ce beau sujet. J'espère que c'est un sujet qui vous a animé et qui vous a plu. Un grand merci à tous nos intervenants, Sandra, Bertrand, Hicham, Frédéric et tous les autres. Merci aussi à Naël d'avoir organisé de main de maître cette commission. Je vous propose qu'on se retrouve, cette fois-ci je serai en présentiel, je crois qu'on a prévu avec Anaël une autre commission emploi sur fin novembre, il me semble. Voilà, en tout cas merci à tous. Merci. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.